Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quitte le Boomer Dream. J'espère que vous allez bien. Nous, on aurait pu être un petit peu au top parce qu'on est tous les deux malades avec Marie. Donc peut-être vous l'entendez à ma voix, là j'enregistre le dimanche. Ça va un petit peu mieux mais j'ai toujours pas récupéré une voix vraiment au top. On a eu la chance dans l'épisode de cette semaine de recevoir un nouvel invité. Je pense vraiment que l'épisode va vous plaire parce que nous on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Notre invité c'est Corentin Clément qui a été plusieurs fois champion du monde et qui détient plusieurs records dans la discipline du powerlifting ou de la force athlétique en fonction si vous êtes la version française ou anglaise du nom de ce sport. Donc il a été champion en 2020, en 2021. Il détient plusieurs records en sub-junior et junior. Il aura l'occasion, on en parlera rapidement dans cet épisode. Nous, ce qui nous intéressait vraiment et qu'on a pu vraiment développer avec lui, c'était tout ce qu'il a créé autour de son sport, c'est-à-dire ses business, son entrepreneuriat, sachant qu'il est assez jeune et que c'est assez impressionnant d'avoir pu faire autant en si peu de temps et de voir un petit peu comment est-ce que quand on a une vie d'athlète de haut niveau, on arrive un petit peu à équilibrer les deux et à se dégager suffisamment de temps et d'énergie pour faire avancer son business tout en restant au plus haut niveau de sa discipline. Et on verra que c'est pas facile et quelle stratégie il a pu faire. Je tiens encore une fois à le remercier pour cet épisode. Je vous invite à nous laisser vos retours sur nos différentes plateformes. Je laisse en même temps ses propres réseaux à lui, donc sur Instagram vous le retrouverez sur SBD Forever, donc comme ça se prononce. Également sur YouTube, il a le même nom parce qu'il a une chaîne YouTube, et pour ceux qui s'intéressent au domaine du powerlifting ou de la musculation en général, je pense que vous trouverez plein d'informations très intéressantes. Nous on fera pas de boom anecdote cette semaine, même si bon on a eu quelques petites histoires à vous raconter, mais ça attendra sans souci la semaine prochaine. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre podcast sur les différentes plateformes d'écoute ou sur notre compte Instagram, mais n'hésitez pas à le faire, à nous laisser également 5 étoiles. Je vous en remercie. Je vous lance tout de suite l'épisode et juste avant, jingle. Bonjour Corentin, bienvenue dans ce podcast. Merci, bonjour à vous aussi. Ouais, c'est toujours un peu bizarre de dire bonjour quand ça fait 1 heure qu'on y est sur les petits soucis de réglage technique. Donc, je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Pour briser la glace tout de suite, on se connaît parce qu'on s'entraîne ensemble déjà depuis quelques mois. C'est vraiment un plaisir aujourd'hui de te recevoir dans ce podcast parce que au fur et à mesure de nos discussions, je me suis rendu compte que tu avais un parcours qui était assez intéressant et je t'avais proposé du coup qu'on puisse enregistrer un épisode ensemble. On a enfin trouvé le temps de pouvoir le faire. Donc vraiment, ça fait très plaisir. Merci à toi d'être présent. Tout de suite, pour mettre à l'aise, j'aime bien poser un peu une petite question qui met directement dans l'ambiance de ce podcast. C'est de te demander quel a été ton pire investissement. Alors là, si on a plusieurs, tu peux en citer plusieurs ou vraiment prends celui qui t'a... Je t'en avais parlé déjà de l'histoire là. Et en fait, en soi, c'était un bon investissement, mais malheureusement, je me suis fait entre guillemets arnaquer, donc ça a devenu un mauvais investissement. Mais oui. En 2018, j'avais acheté des cartes graphiques pour miner de la crypto-monnaie avec un pote. Et du coup, je minais de la crypto-monnaie, ça se passait bien. On avait vraiment investi beaucoup d'argent dedans. Et je minais quasiment un Ethereum par mois. Donc en 2018, ça valait 3000 euros. Donc ça représente vraiment beaucoup. Oui, c'est sûr. Encore plus aujourd'hui. C'est ça. Et en fait, je suis un peu la crypto. Et c'était le moment, enfin c'était un peu plus tard, mais on a miné pendant peut-être 1 an. Et c'était le moment où la crypto, enfin l'Ethereum qu'on minait du coup, elle est passée en proof of work, je crois, au lieu de stack. Enfin, ça changeait d'un à l'autre. C'est ça, et exactement. En gros, on pouvait plus le miner. Ou en tout cas, on pourrait toujours le miner, mais ce serait beaucoup moins efficient. Ils sont passés à la technologie des pools où effectivement, aujourd'hui, en fait, c'est les gens qui mettent directement des pools d'Ethereum pour valider les transactions et qu'on n'est plus à l'ancien système de minage. Tu donnes une partie et tu récupères une partie des transactions. Et du coup, je savais que ça allait arriver, donc je savais que le prix d'Ethereum allait chuter, etc. Et surtout le prix des cartes graphiques. Donc je me suis dit bon, allez, je vends. Donc je me suis dit, je vais faire un truc, je verrai bien si ça passe. Je vends tout entier sur le bon coin et je vois si ça passe. Et ou alors sinon je revendrai carte graphique par carte graphique, mais bon forcément ça prend plus de temps, donc j'avais un peu la flemme. Puis tu t'es dit t'avais finalement monté une ferme de minage, donc tu t'es dit autant que je la vende, il y a forcément quelqu'un que ça va intéresser quoi. Et surtout qu'en fait c'est un peu complexe parce que monter une carte graphique sur un PC, enfin monter un PC c'est facile, monter 12 cartes graphiques, j'en avais même 12 je crois à la fin sur le PC et sur des cartes un peu spécifiques, ça tournait sur Linux, pas sur Windows classique. Enfin c'est un peu complexe. Du coup je me suis dit bon, je vais le vendre et à tout moment il y a un mec qui s'y connaît, va me faire chier, va le prendre, on est terminé, on n'en parle plus. Et du coup, je réussis à le vendre. En fait, ce qui se passe, c'est que le mec m'a bien eu, pour employer des mots gentils, mais en gros, donc chèque de banque, etc. Je me suis dit pour assurer, parce que c'est quand même un bon montant, ça faisait 14 000 euros. Hein. Ah oui, donc
Je lui demande un chèque de banque, j'appelle la banque pour vérifier que le chèque de banque est bon, donc pas de souci, la banque me confirme que le chèque de banque est bon et tout. Je prends le chèque de banque, je vais le donner, il est accepté, mais après il y a une vérification en Banque de France, Ah, si la pas de Banque de bêtises, France, pendant 7 exactement. à 10 jours, je crois, un truc comme ça. Oui, parce qu'en fait, ils envoient le chèque directement et c'est la Banque de France qui vient bien vérifier que l'autre banque a fait la provision pour Exactement. ce chèque-là. Et du coup, le chèque passe, enfin l'argent est crédité, et 5 jours après ils le reprennent. Et du coup je me dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Donc Parce que j'appelle normalement, la ça ne banque. doit pas arriver sur un chèque de banque. Exactement. Et j'appelle la banque et ils me disent, ben en fait finalement l'auteur du chèque de banque est revenu à la banque, il nous a donné le même chèque de banque. Et donc du coup vu qu'il y en a deux, on a pris en gros son histoire c'était, je suis allé acheter une voiture, ils étaient pas là quand je suis allé l'acheter, donc du coup je vous rends un chèque de Pour le banque. chèque pour être crédité. Et en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un duplicata du chèque de banque, si bien que le chèque de banque est passé à la banque, l'argent a été crédité, il a été repris après, et depuis bah c'est porté plainte, Ouais. j'attends et voilà, j'ai pas retrouvé mes 14 000 euros. C'est dingue parce que là, quand on se retrouve quand même face à quelqu'un qui finalement a fait un faux et c'est même c'est du pénal et c'est même un crime. Ouais. Parce Et surtout que c'était c'est- si bien fait que c'est oui. passé en fait, c'est ça Et qui est puis le pire. c'est l'équivalent de faire de la fausse monnaie parce que normalement le chèque de banque c'est Bah justement oui, c'est de l'argent. le bien infalsifiable qui est censé Bah, sécuriser c'est- les transactions et tu- justement comme dans ton cas de figure. quoi. Exactement, et le pire c'est que j'ai appelé la banque et tout, tu vois, Oui. j'ai fait les choses, je me suis dit bon, c'est quand même une grosse Ouais, somme, grosse donc je vais somme, pas faut faire faire n'importe gaffe, quoi. ouais. Et bah non. Enfin, c'est Et dingue. depuis pas de nouvelles. Et c'est ça le pire, c'est que le mec, bon, j'ai pas son nom, enfin je suis pas sûr de son nom, Oui, mais s'il il a a un chèque de donné- banque, c'est qu'il a un compte bancaire, donc un compte bancaire qui est censé être un minimum sécurisé, C'est donc ça. il y a une identité, il y a quelque chose, tu vois. Oui. Et c'est même difficile à croire que la banque a pas bougé, a pas réagi parce que la banque était sûre que c'était bien ce mec-là Ouais. qui avait fait un faux chèque de banque parce Mais- qu'il aurait pas pu avoir le nom de quelqu'un, avoir son compte, faire un faux chèque de banque pas à Ah, son c'est, nom. C'était trop Bah, compliqué. en fait, il y a Ça veut forcément dire un que- moment où soit le banquier est de mèche, et du coup il est entre guillemets, il sait que c'est pas la bonne identité, il a dit bon allez voilà, ou alors il sait forcément son nom et du coup on a le nom de la personne qui m'a entre guillemets qui m'a pris tout cet argent, Oui. mais on fait rien. Et après il y a une chose que je comprends, c'est qu'en fait il faut prouver que moi je mente pas et que c'est pas l'inverse entre Oui. guillemets, donc ça je le comprends. Mais donc du coup ce qui s'est passé apparemment dans l'enquête, etc., parce que je connaissais quelqu'un qui travaillait dessus, c'est que il a été traqué pour bien vérifier que, en fait, il venait de Perpignan. Ah, moi, j'habitais à Nancy. Donc, pour bien vérifier qu'il était à Nancy à ce moment-là, Oui. et qu'il était venu pour la transaction, Et que c'était etc., bien lui etc., et voilà. qu'il avait eu en face et pas quelqu'un qui se serait fait passer pour lui quoi. Exactement. Qui aurait Et encore du- compliqué l'histoire. Et du coup, depuis, pas de nouvelles. Ça fait 4 ans. Et j'ai pas de nouvelles. J'ai rien. Quand je vais voir au commissariat, ils ont pas de nouvelles, rien du tout. Donc, j'attends depuis 4 ans. Super la justice T'avais française, déposé plainte et tout quand Ouais, même. ouais, j'ai déposé plainte. C'est en cours. En fait, il y a une enquête en cours depuis Ah oui, 4 ans. d'accord, ok, super. Bon. Et surtout, le truc qu'ils se rendent compte, c'est que moi, je travaillais déjà, mais j'avais pas beaucoup de revenus. Oui. Et j'avais fait ça avec des potes, etc. Ouais, donc c'est ça. on s'était cotisé vraiment. On s'est dit bon, Oui, en plus c'est le plan du mois, tu c'est vois. un peu le premier argent que t'as, que Ouais. tu essaies d'investir de manière intelligente, que tu réussis à en faire quelque chose, tu réussis à le vendre, tu fais bien attention, chèque de banque, Ouais, etc. c'est ça. Et au final, Et à cette derrière, tu te fais époque-là, arnaquer, quoi. c'était de l'argent vraiment dans lequel j'avais besoin, Bah tu oui, vois, oui, pour j'imagine, vivre. j'imagine. Et du coup, je me suis dit une somme bon, importante, hein, c'est mais ça. pour tout le monde, c'est 7 000 euros, enfin, 7 ou 14 000 euros, c'est beaucoup, mais Encore plus à cet âge-là, tu vois, c'est j'étais ça, jeune, j'en c'est avais ça. besoin. Et surtout, je me suis dit, bon, vu que c'est une grosse somme, ça va peut-être aller plus vite l'enquête. Et bah, non, vraiment pas. Ou alors, t'es vraiment tombé sur quelqu'un qui a un truc organisé, Mais et c'est ce un qu'ils peu, m'ont- c'est un peu apparemment, fait c'est exprès ça. qu'il n'y ait pas d'enquête et pas de répercussions sur lui, quoi. Apparemment, c'est organisé et c'est bien fait. Bah, déjà, en fait, ils m'ont dit que pour que le duplicata soit aussi Oui. bien fait, c'est que c'est forcément des gens qui ont Qui- l'expérience. bah, Ouais, Tu c'est ça. maîtrises, ouais. Et que t'es pas le premier qu'ils a arnaqué ainsi, quoi. C'est ça, ouais. Mais comme quoi, l'arnaque au faux chèque de banque, C'est fou parce Ouais. que tu dis c'est le truc sécure en fait. C'est Et ça. du coup, tu pars du principe que bah, il y a, Ouais. à partir du moment où t'as appelé la banque et tout, tu dis c'est bon. Mais en fait, fallait Mais penser à ça. c'est pour ça qu'il y a de plus en plus sur internet, ils développent des espèces de systèmes, ça coûte en général une dizaine de balles, même sur le bon coin maintenant ils le font, où en fait une directement assurance. le vendeur, l'acheteur pardon, envoie l'argent sur la plateforme Oui. et il y a un système de double vérification. Exactement. Et ils font en fait un peu le principe des De la Banque de crypto-monnaies. France, en fait. de la Banque de France, ou même le principe des crypto-monnaies que Ouais. tu envoies chez un tiers qui valide pour toi la transaction, qu'elle a bien été réalisée. Au final, des fois, tu te dis 10 euros, vaut mieux les lâcher et derrière t'es sûr. Ouais, que mais tu justement, vas tu sais, à l'époque, c'était tout le début Oui. des paiements ça le bon existait- coin. ah, ça Mais je existait crois que pas ça à existait même peut-être pas. Et du coup, je me suis dit, bon, entre guillemets, je vais prendre le truc le plus sécure. Je vais prendre le truc le plus sécure et je vais essayer de pas me faire avoir bêtement, tu vois. Et je me suis dit, quoi de plus sécure qu'un chèque de banque, quoi. Et C'est sûr. dans le fondement, c'est ça le plus sécure. Normalement, il y a pas mieux que ça. Et après, en soi, tu peux arnaquer. Peu importe ce que tu fais, enfin, tu vois, là, c'est vraiment un truc bien fait, bien ficelé, Oui. donc tu peux le faire dans peu importe le domaine, quoi. Non, c'est sûr, quoi. Au final, des fois, on se dit, vaut mieux que ça arrive maintenant sur une ferme à crypto de 14 000 balles que quand tu vends une Ouais. grosse voiture qui vaut 50 000 balles. Quoi. Mais en fait, là où je pense que j'ai fait une erreur, c'est qu'en fait, j'avais personne pour attester la transaction. C'est-à-dire que si j'avais été là-bas, qu'il avait émis le chèque de banque en face de moi, bah dans ce cas, j'aurais le nom de la banquière ou du banquier qui était là, qui aurait pu dire, bah voilà, j'ai bien émis ce chèque de banque dans cette transaction-là, et je pense que ça aurait été plus Ouais, simple mais pour en soi, l'enquête. tout le monde a fait comme ce que Ouais. t'as fait, tu vois. Ouais, je sais. Mais tu vois, je veux dire, c'est le seul truc que j'aurais Oui. dû faire pour être sûr à 100%. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où t'appelles la banque et t'as un banquier qui te dit, enfin, t'appelles vraiment le numéro de la Bah, banque, c'est ça. pas un C'est numéro ça. au pif, tu vois. Bah, c'est Et toujours qui ce qu'on oui, dit, c'est de bon. vérifier bien le numéro de la banque sur Internet et de pas uniquement prendre le Mm. numéro que le mec va donner, quoi. Donc, Et voilà.
Bon, bah écoute, merci pour cette belle anecdote qui met directement dans l'ambiance. Je voulais te proposer de prendre 2 minutes éventuellement pour te présenter, parce que je pense que nos auditeurs qui sont pas dans le milieu du sport et encore moins du powerlifting ne savent pas exactement ce que tu fais, depuis combien de temps, etc. Donc je t'en prie. Voilà, bah du coup je m'appelle Clément Corentin, comme tu l'as dit. J'ai commencé la muscu de manière générale, on va dire en 2014. Donc moi je suis né en 2000, donc j'avais 14 ans. Et ça va faire du coup quasiment 9 ans que je m'entraîne. Entre-temps, du coup, j'ai été 2 fois champion du monde. Et je suis, on va dire, le meilleur athlète français depuis 3 ans maintenant dans ma discipline qui est le powerlifting. À côté de ça, du coup, j'ai lancé des entreprises en rapport avec ça, donc dans le coaching directement, et aussi dans le textile, en rapport avec... de base en rapport avec la force, et puis au fur et à mesure forcément ça prend un peu plus de... Oui, ça diversifie toujours. C'est ça, exactement. Voilà. Ok, bah écoute, merci pour cette présentation succincte. Déjà, bravo pour ce parcours sportif. Merci. Parce que c'est pas tous les jours qu'on a des champions du monde et des meilleurs athlètes français dans une discipline. Et je voulais revenir un peu avec toi par rapport au parcours scolaire, de savoir un peu quelles études t'avais fait, si t'avais fait des études. Comment t'as senti l'école, comment tu te projetais un peu dans la vie d'après Alors moi l'école, étonnamment, j'ai toujours aimé ça. Enfin, j'ai toujours aimé apprendre. Donc du coup, j'aimais l'école, on va dire. Donc j'ai toujours été plus ou moins bon, voire même très bon au début. J'ai fait un bac classique, j'ai eu un bac S. Classique. Non, mais je veux dire, j'ai eu des études classiques, quoi. J'ai pas fait de. Si, j'ai sauté une classe, un seul parcours un peu différent. J'ai sauté une classe, je crois le CP, parce que j'étais vraiment doué quand j'étais jeune. J'avais un QI supérieur, machin, etc. Donc ça m'a amené facilement vers le fait de sauter une classe. J'avais des facultés, genre lire et écrire très tôt, donc on m'a fait sauter une classe. C'est souvent ces classes-là, en plus, ça se fait, parce que c'est rare de trouver quelqu'un qui a par exemple sauté la 4e ou la 3e. Non. Et surtout, c'est pas... En fait, justement, moi, j'aurais pu sauter une 2e classe, il me semble. Mes parents m'en avaient parlé, je crois que c'était la 4e. Ouais. Et c'est des gros changements, et même en termes d'âge. C'est-à-dire que j'avais déjà un an de recul sur tout le monde. Si t'as 2 ans à cet âge-là, c'est très compliqué pour s'intégrer socialement. Moi, par exemple, j'ai pas sauté de classe, mais je me souviens ceux qui avaient redoublé. Et déjà, ceux qui avaient redoublé 1 an, tu voyais déjà une différence de maturité. Surtout s'il y en a un qui est début d'année, un fin d'année, plus il a redoublé, ça fait 2 ans de différence en fait. C'est ça. Et en plus, moi, des fois dans mon collège, il y en a un qui avait redoublé 2 classes. Ouais, bon. Donc c'est vrai que si ils avaient déjà du poil au menton, ils arrivent en moto. Toi, t'étais encore en vélo et t'avais 11 piges, quoi. Donc c'était un peu différent. Du coup, t'étais plutôt à l'aise à l'école, quelque chose que t'aimes très bien, à l'aise. quoi. J'aimais ça en fait. Donc du coup, c'était naturel. Je travaillais pas, mais vu que j'avais des facultés et surtout que j'aimais ça, en fait, j'écoutais. Donc ça suffisait pour apprendre jusqu'au bac S. Du coup, vraiment, j'étais, je vais pas dire surdoué parce que c'est vraiment que j'aimais ça. Donc j'écoutais et ça prenait facilement. Donc j'ai eu mon bac avec une mention bien, je crois. Sans trop forcer, du coup. Ouais, mais je veux dire, j'étais pas non plus parmi les meilleurs. Tu vois, il y a des gens qui ont été très bien, machin. Mais je me débrouillais. Je faisais ce que je devais faire parce que à cette époque, je m'entraînais déjà beaucoup. Tout le lycée, je m'entraînais 2 fois par jour déjà. Donc je m'entraînais le matin avant les cours. Donc je me levais à 4h pour aller m'entraîner avant les cours qui commençaient à 8h. Et je me rentraînais après les cours à 17h jusqu'à 20h et je rentrais chez moi. Donc j'avais pas le temps de concrètement travailler. Donc je travaillais pas. Par exemple, l'anecdote, j'avais toujours avec mon prof de maths en terminale. En fait, tu sais, il faisait un truc pour pas qu'il y ait de triche. Ce qu'il faisait, c'est qu'il donnait tous les DM, donc les devoirs maison, coefficient 1, et les DS, coefficient 20, tu vois. Du coup, je disais, écoutez, moi j'ai fait les maths, les DM, je les fais pas, tu vois. Donc j'ai 0 à tous les DM, par contre, je travaillais un peu les DS, et j'avais 16, et forcément, c'était bien plus rentable. C'est sûr, complètement. Et du coup, c'est un truc qui m'a marqué en terme parce que j'étais quasiment un des seuls à faire ça. Mais je me suis dit, je vais pas perdre 15 heures pour faire un DM. En plus, c'était des trucs un peu compliqués parce qu'ils savaient que t'avais le temps de le faire. Oui. Pour avoir, même si j'ai 20, en fait, ça va me coûter comme si tu divises par le coefficient, du coup, ça va me coûter quasiment rien sur mon DS, quoi. C'est sûr, la moyenne, quoi. C'est jamais rentable. Moi, ça m'est même arrivé dans les études sup et vraiment, c'était presque un coup de chance. On avait alors c'était pas des devoirs maison, c'était ce qu'ils appelaient, on devait préparer des TD, en fait. Et, ça prenait énormément de temps de les préparer. Et moi, pareil, à l'époque, je trouvais que c'était de la perte de temps parce que, je considérais que de toute façon le DS il allait durer 3 heures, donc tu devais être capable de le faire en 3 heures. Et en fait, ils avaient tellement monté le niveau que je voyais d'autres étudiants, ils passaient 10 ou 15 heures sur un truc à rendre à la maison et moi je voulais absolument pas mettre autant de temps. Donc je les faisais à moitié. En plus, on n'avait pas le droit de les rédiger à l'ordinateur, ce qui faisait gagner du temps. On devait les rédiger à la main et je détestais ça. Donc en fait, je les faisais à moitié. Enfin, je sais plus, j'ai pris 2, puis j'ai pris moins de 10. Et en fait, le dernier cours, elle nous dit oui, apparemment il y a eu des triches parce que certains auraient récupéré les sujets et les corrections de l'an dernier. Donc en fait, les notes que vous avez eues sur les devoirs ne comptent pas. Et moi en fait j'étais trop bien parce que du coup je sais plus, j'avais eu 12 ou 13 au DS et au final ça me faisait ma moyenne, alors que si on avait gardé les résultats à la maison, tous les autres ils auraient gagné 3 points et moi j'en aurais perdu 4, quoi. C'est le pari, c'est ça, des parties.
Ouais, donc voilà, par rapport à jusqu'au lycée. Et après, du coup, j'ai eu mon bac S et j'ai toujours été passionné beaucoup par les sciences. Et ben forcément, je faisais déjà du sport, donc par le corps humain. Donc moi, je me suis dit direct médecine. En fait, je voulais pas forcément travailler dans la médecine. Je me suis dit juste, les matières qui sont enseignées en médecine, c'est un truc que j'aime, donc je vais faire ça. Donc je suis arrivé en médecine, pareil un peu en me disant fleur au fusil, je vais le faire. Et c'est là du coup j'ai pris une petite claque. J'imagine parce que je connais des gens qui ont fait médecine en plus si tu t'entraînais toujours 2 fois par jour, ça, encore plus. Parce que du coup ce qui se passe c'est que je vais en médecine, donc je vais à la fac, donc je partais de Nancy, moi j'habitais plus dans les coins de Metz, donc j'ai mon appartement. Ok, oui, donc, je vois. Je peux faire ce que je veux de ma vie. Donc du coup je passais ma vie à la salle. C'est clair, je m'entraînais 8 heures par jour à cette époque-là. En fait t'étais là plus que le mec du gym qui est à l'accueil. Ah ouais, mais je te jure, je les connaissais et tout, mais vraiment super bien. Du coup mes créneaux d'entraînement, c'est je me levais de 9h à 14h, je m'entraînais, je rentrais, je faisais une sieste parce que j'étais KO, je révisais 1 heure et je repartais à la salle 4h et je rentrais le soir et je dormais et je commençais. Donc du coup, juste j'arrivais à m'arranger sur je faisais mes TD, on avait des TD, j'étais au tutorat en fait, donc on avait des TD en fait, tu venais faire d'école en fait, d'école blanche, juste pour t'exercer, parce que en médecine c'est vachement spécifique où t'as peu de temps pour répondre, il y a des formulations par les profs qui sont un peu toujours les mêmes, donc en t'habituant au QCM tu peux essayer de gratter des points facilement et il faut savoir le faire, parce que c'est des rythmes tu réponds à un QCM par 45 secondes, tu vois. Oui, en plus tu dois lire et répondre en 45 secondes. Et c'est des QCM négatifs si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais, si tu réponds faux tu perds un point. Okay. Mais voilà, c'est vraiment en fait la médecine c'est ça, c'est du par cœur dans le sens où il faut que tu saches, tu lis ton truc et parfois il y a un nœud ou un pas ou une négation et du coup tu la lis pas et tu réponds l'inverse et tu te fais avoir, tu vois. Donc il faut vraiment répondre très vite du tac au tac. Donc il faut avoir la façon de penser. Et c'est pour ça que c'est du par cœur. On dit toujours que c'est du par cœur, c'est qu'en fait t'as pas vraiment le temps de réfléchir à ce que soit tu le sais, soit tu le sais pas. Oui, c'est ça. Si tu le sais pas, il vaut mieux passer et répondre et revenir dessus à la limite à la fin. Si t'as du temps, ouais, je vois. Ok. Donc voilà, j'arrive en médecine. Plus dur, je m'en sors pas trop mal en fait. Je fais ma première année où je loupe, moi je voulais kiné en fait parce que du coup le sport, le truc logique, je voulais kiné, je loupe ma première année, je saurais pas te dire, un petit peu de peut-être 40 places, un truc comme ça en kiné, donc c'est pas grand chose. Ouais, c'est pas grand chose parce que surtout j'imagine Nancy ça devait être une grosse fac, 2200 personnes. Ouais, voilà, c'est ça. Donc du coup si tu veux t'as un numerus clausus qui était de en kiné pas tant que ça, mais tout le monde voulait médecine, donc il y avait 300 en médecine, je crois qu'en kiné il y avait genre 60 places. Et du coup je commence, en fait tout le monde veut et après au fur et à mesure que les vœux sont acceptés, tu redescends dans ta liste jusqu'à c'est arrivé à ton truc. Donc je commence sur 100e et je finis 40e il me semble. Avec j'avais peut-être fini mon année avec 12 de moyenne, un truc comme ça, 12,5. En fait t'aurais retenté la deuxième année, tu l'aurais peut-être je l'ai tenté du coup. Quand même. J'ai tenté premier semestre et à la fin du premier semestre j'ai mon premier statut de haut niveau. Du coup là je me dis bon c'est bon, en gros je sais ce que je veux faire, j'ai entre guillemets une voie pour commencer, donc je me lance là-dedans et puis j'arrête. Et pas courir plusieurs livres à la fois quoi. C'est ça, en fait je pouvais le faire, mais j'avais clairement mis une priorité sur le sport et si tu veux, je me voyais pas faire encore 4 ans comme ça, ou même si le kiné c'est plus simple que la PACES, parce que c'était la PACES encore à l'époque. Ouais, t'as des stages déjà, donc. Ouais, c'est ça. Donc je me suis dit non, j'y vais. Et dans tous les cas, si tu veux, c'est ce qui m'a aidé à me convaincre aussi, c'est que en fait, pour faire kiné, si t'as statut de haut niveau, avec une L1, peu importe laquelle, tu peux devenir kiné. Tu peux en fait passer à travers ta PACES. Tu peux déposer un dossier et qui te facilite du coup. Oui, donc tu t'étais dit dans le pire des cas. Je repasse en kiné, et voilà. Et surtout, j'avais pas forcément envie. En fait, les études, ça commençait un peu à me saouler, parce que j'étais plus ou moins rentré dans le monde du travail. Donc je bossais déjà en coaching, etc. avec mes amis, même si c'était pas vraiment officiel, tu sais, c'était un truc que je faisais entre potes, etc. Mais la main à la main. Voilà, c'est ça. Donc tu as commencé là-dessus. Du coup, je me suis dit bon, entre guillemets, je vois ce que c'est ma passion, j'aime faire ça, je me vois pas masser des gens pendant 8 heures, tu vois, alors que j'ai eu le goût du truc que j'aime faire, tu vois. Donc je me dis voilà, je me lance là-dedans et je vois, et après du coup tout c'est. En plus t'avais l'air d'être vachement contraigné par le temps du coup parce que. Je pouvais pas réviser en fait. Je révisais 1 heure par jour, tu vois, en médecine, alors que la moyenne ça doit être peut-être 8-10 heures quoi. Plutôt ça, ouais, pour avoir vu des gens. Donc du coup j'ai des facilités qui m'ont bien aidé et surtout vu que je faisais beaucoup de colle, j'avais la façon, enfin tu vois, j'ai eu des trucs, c'est ça. Donc je m'en suis sorti, on va dire, mais pas assez pas du tout pour médecine, parce que médecine c'était du 14-15 qu'il fallait avoir. Et tu vois, j'étais ric-rac en kiné, quoi, ce qui est quasi déjà le bas du panier, entre guillemets, en PACES, quoi. Oui, je vois, ok. Donc voilà, j'ai pas eu mon année, et à la fin, ça s'est joué vraiment à pas grand-chose. Et dans la deuxième année, en fait, j'ai été mieux classé, donc pour avoir kiné, parce que tu sais, t'as un classement provisoire au semestre. Et c'est ça qui m'a fait un peu hésiter, où je me disais, bon, je peux l'avoir, maintenant, il y a de grandes chances que je l'ai cette année, est-ce que je le veux vraiment ou pas? Et je me suis dit, bon, allez, entre guillemets, je laisse passer et puis je me consacre au sport. Et du coup, j'ai continué à m'entraîner, je pouvais plus récupérer. Et c'est là où, en plus, mon niveau aussi est devenu pas forcément grandi, puisque j'avais moins de ressources dans les études, etc. à donner. Oui, donc tu pouvais te dédier uniquement à un domaine et tu t'arrêtais de courir plusieurs livres. Exactement. Mais du coup, ton parcours professionnel, il a commencé ultra tôt, parce que t'avais pas fini l'école, que t'avais déjà commencé à travailler. Ouais, mais enfin,
comme tu dis, c'était de la main à la main, donc c'était pas vraiment un travail, mais j'avais une petite rémunération à l'époque. C'était 17 ans. Tant que t'es payé pour un taf, Ouais, c'est ça. reste un taf. C'est une quoi. forme de. Après, Et en fait, au début, c'est ça. C'est des potes qui me disaient, écoute, je vois comment t'as progressé en tant qu'athlète. J'aimerais bien que tu me coaches, que tu me montres comment tu fais. Et je dis, écoute, en gros, je suis en PACES, j'ai pas beaucoup de temps, donc si je le fais, il faut que j'ai un minimum de contrepartie, ouais, tu de vois. rentabilité, Et surtout, à l'époque, je devais payer mon loyer, etc. Enfin, je devais payer ma vie, tu vois. Donc, oui, exactement. j'étais content de, entre guillemets, dire à mes parents, bah écoutez, me donnez plus rien. Si je peux payer moi, tu vois, c'est l'indépendance, c'est un truc que j'ai toujours eu parce que j'avais pas forcément la meilleure des relations avec mes parents. Donc, je me suis dit, dès que je peux être indépendant financièrement, ça me va, tu vois. Tu l'es. C'est ça. Et donc du coup ouais, C'est bien d'avoir pu le faire tôt en plus et d'avoir rempli ce contrat parce que c'est souvent avec les parents ils ont toujours tendance à dire tu fais tes études et on te suit après, tu te débrouilles. et si à un moment t'arrêtes tes études tu te débrouilles ouais. donc bah moi c'est comme je dis j'ai pas forcément eu la meilleure relation avec mes parents donc du coup dès le début je voulais en gros t'émanciper quoi. Ouais c'est ça. Je leur disais déjà quand je pars de la maison. C'est ciao. Je pars de la maison quoi. C'est ça. C'est ça. Vous inquiétez pas pour moi je me débrouille. C'est ça. Alors au début j'avais quand même besoin d'eux et maintenant je sais que si j'ai besoin d'eux tu vois ils seront là pour moi et c'est cool à savoir mais justement j'évite autant que possible parce que ben c'est de l'ego, c'est de la fierté personnelle quoi. Puis même à un moment donné quand tu quittes que tu le quittes tôt ou tard en général t'aimes pas y revenir quoi. Et encore c'est ça. moins c'est une forme d'échec en fait. Ouais c'est ça c'est on va dire les parents c'est bien de savoir qu'ils sont là qui pourront te donner un coup de main si vraiment t'es dans la merde mais si t'es pas dans la merde tu leur demanderas pas quoi. C'est ça exactement et même si j'étais dans la merde ça serait vraiment le dernier recours quoi. Ouais. Ok. Et du coup, c'est à partir de là où tu te dis, bon ben, ça y est, je commence à avoir autour de moi un cercle de quelques athlètes que j'accompagne. Ça vaudrait peut-être le coup de me professionnaliser et de créer un business de coaching. Alors, ça a pris un peu de temps parce qu'au début, du coup, si tu veux, moi, ma priorité, c'est vraiment athlète. Donc, du coup, c'était vraiment en side le coaching. Je me disais juste, je fais ce que je dois faire pour vivre. Oui. Une vie simple, tu vois. J'avais mon appart, j'étais en coloc avec un ami, etc. Donc, j'avais pas beaucoup de dépenses, pas beaucoup de frais. Donc, j'étais juste, voilà, je sors ce qu'il faut pour vivre et je me consacre à fond en tant qu'athlète. Donc, je me limitais à mort en termes de personnes, etc. que je prenais parce que je voulais juste pouvoir vivre correctement. Puis, au fur et à mesure du temps, ça s'est développé, etc., etc. Et je suis arrivé à un stade où c'était en 2021, du coup, avant que je vienne ici à Montpellier, où, en fait, j'habitais encore à Nancy et je me suis dit bon, je commence entre guillemets à vieillir, tu vois, donc c'est bien de sortir juste ce qu'il faut pour vivre, mais si demain mon niveau de vie il doit augmenter ou pour X ou Y raison j'ai besoin de gagner plus d'argent, il faut que j'en sois capable, tu vois. Donc je me suis dit bon, je vais essayer de professionnaliser ça. Donc la première étape c'était déjà de prendre plus de monde, de faire les choses bien correctement, donc me déclarer dès que je gagne un petit peu plus d'argent, etc., etc. Tu vois tout ce qui en suit, avoir une DA, un logo, machin, enfin voilà, avoir un truc professionnel et faire de la communication parce que je communiquais pas du tout dessus, c'est-à-dire que personne ne le savait, c'est juste du bouche à oreille, tu vois. Oui. Et du coup ça a vite pris. Et la deuxième étape, c'était d'embaucher un coach du coup qui bosse avec moi parce que j'avais vraiment beaucoup de monde et que je pouvais plus tout simplement suivre le rythme tout seul. Et donc c'est là où c'est parti. En fait, je me suis pas dit en commençant que j'allais faire ça. Ça s'est fait naturellement et du coup, quand j'avais des opportunités, je les ai saisies et voilà quoi. Mais du coup, t'étais serein par rapport à l'argent et au fait de gagner sa vie et de pas manquer ou Alors, c'était quelque chose quand même qui était présent. Moi, j'ai été éduqué d'une manière où là-dessus, on faut être hyper sécuritaire. Tu vois, si à la fin du mois il te reste 1000 euros, t'es en mode attention quoi. Mes parents sont vachement, mes parents gagnent très bien leur vie, mais ils dépensent pas, ils sont pas du tout dépensiers. Tu vois, ils mettent beaucoup de côté, voilà. C'est des fourmis, pas des cigales. Quoi. C'est ça. Du coup, moi, j'étais tout en flip. En fait, je me disais putain, je suis limite quoi, faut faire attention. Etc., etc. Mais au début, vu que j'étais vraiment dans ma tête, c'était athlète, je mettais des barrières et j'essayais de pas stresser. Mais au fur et à mesure du temps, tu vois, je me suis dit bon, faut faire attention, tu sais jamais, t'es jamais à l'abri qu'il t'arrive un truc, etc. Et surtout, avant, j'avais ce truc où mes parents m'aidaient, donc je me dis bon, si vraiment c'est la merde, ils seront là. Et au bout d'un moment, voilà, je veux plus qu'ils m'aident. Maintenant, si c'est la merde, c'est mon problème et c'est plus leur problème, tu vois. Donc du coup, forcément, j'avais plus cette pression là. Et du coup, je me suis dit bon il faut que j'arrive entre guillemets à pérenniser le truc. Et après ça vient en fait de mon image d'athlète, c'est-à-dire que moi j'ai progressé en tant qu'athlète, j'ai eu des titres, etc., donc j'ai eu de la renommée, j'ai eu des gens qui me suivent, donc forcément j'ai eu plus de pubs, plus de communication, donc des gens qui veulent bosser avec moi en fait. Oui, tu t'es dit que c'était un peu bête de passer à côté de cette opportunité, de le développer tout simplement et de capitaliser parce que t'avais mis énormément de temps, d'investissement, d'énergie dans le fait d'être un athlète de haut niveau, d'arriver au plus haut niveau dans ta discipline. Tu t'es dit bon mais forcément ça me permet d'avoir une certaine notoriété. Si je capitalise pas dessus, je passe potentiellement à côté de quelque chose. Je dirais même qu'au début, c'était même pas forcément pour l'argent. Alors évidemment, j'allais pas dire que je faisais du bénévolat, mais j'adorais le sport et je me suis dit, en fait, j'ai des connaissances, ou en tout cas, je pense avoir des connaissances, et si je peux aider les gens, je le ferai. Parce que vraiment, j'adorais accompagner les athlètes, les faire progresser, parce que c'est un truc que moi-même, j'adorais sur moi-même, tu vois, de progresser. Donc je me disais, si je peux aider des gens, et du coup, je sais ce que je veux faire, je vais aider les gens. Et donc au début,
Oups. C'est pas grave. Ça arrive. Donc, au début, je demandais quasiment rien. Genre, pour te dire, je travaillais, enfin, en gros, je faisais un mois de coaching, je demandais 50 euros, Oui. tu vois. Donc, c'était vraiment. Oui, non, c'est juste pour dire que en gros, je suis rémunéré, tu vois. Voilà, c'est. Et puis je pense même, ça petit aparté sur le coaching, mais je pense même que si la personne ne paye pas, elle a pas le même engagement. Même si c'est Oui, un bien prix sûr. symbolique. Mais si c'est un truc juste gratuit, parce que bon, j'ai fait beaucoup de sport aussi dans ma vie et il y a des fois des amis qui m'ont demandé un coup de main et je l'ai fait gratuitement et je me suis toujours dit, en fait, ils ont jamais appliqué ce que j'aurais proposé parce que je pense que du coup, il y avait pas ce truc de, les deux Ouais. participent à la chose. Et C'est ça, juste c'est comme prennent. un contrat en fait, quoi. Tu Exactement. signes en te disant, voilà, je t'ai donné 10 euros, Donc, c'est ma part du C'est ça. truc, quoi. Donc même si c'était symbolique, dans tous les cas, je pense que ça t'aidait à avoir Mhm. plus de résultats là-dessus. Ouais, et puis c'était aussi une étape pour moi, c'est-à-dire que, en fait, ça commence à se professionnaliser, tu vois. Au début, je le faisais gratuit, c'était, tiens, c'est un service parce que je te connais et que voilà, et que moi ça me fait plaisir, et au bout d'un moment, ça, c'est le début du Oui. professionnalisme, tu vois, de payer en fait pour une prestation. Et en fait, si tu veux, ça s'est fait en même temps, on va dire, avec du coup la marque de textile que Ok. j'ai ouverte, que j'ai ouverte avec du coup Pana et sa copine, Oui. donc un autre athlète en powerlifting et du coup sa femme, en 2018. Donc c'est ma première, j'ai ouvert du coup une SAS en 2018. Avec eux à l'époque, c'est C'est ça. là-dessus que t'es lancé. C'est ma première vraie entreprise parce que j'avais une micro du coup Oui. avec le coaching, mais c'est pas les mêmes statuts, etc. C'est pas aussi Oui. complexe, on va dire, d'un point de vue gestion. C'est comme une société. Et donc du coup, ouais, j'ai ouvert du coup une SAS avec eux en 2018. Ok. Et c'est bien, tu anticipes les questions qui vont arriver là-dessus. Et comment t'as rencontré ton du coup Ton Pana associé, à l'époque, du coup, ton associé Exactement. En fait, c'était vraiment, à l'époque, c'était flagrant, c'était le mois, mais il avait 50 plus, donc le mois Oui. avec 50 plus, et d'un autre côté de la France. C'est-à-dire que lui venait de Paris, moi je venais de Nancy. On était exactement pareil. On avait les mêmes références, on avait appris du même endroit pour le coaching. Enfin, Oui. vraiment, on se parlait. J'avais l'impression de parler, tu sais, de Oui, faire ok. une discussion miroir, tu vois. D'accord. Et donc du coup, on avait le même statut. Il était pareil, lui était en fac de droit à Assas. Il était en M1, je crois, ou en M2, droit des affaires, si je dis pas de bêtises. Oui, je crois que c'est ça. C'est ça à peu près. Et du coup, il s'est dit, pareil, soit je finis mon master, qui est en plus assez prestigieux et tout, Ouais, ou je me lance, ça c'est un gros niveau. ou je me lance dans la force. Pareil en tant qu'athlète, et il a fait exactement la même décision que moi, mais sans qu'on se connaisse. Oui. Du coup, c'était le premier truc, un peu le point commun où on s'est retrouvé dans l'idée de prendre du risque, tu vois, pour vivre de ça. Et puis après, en fait, vraiment, plus on parlait, et plus on discutait de ça, et plus on avait les mêmes références, plus on se reconnaissait dans le truc. Et donc du coup, ça s'est fait tout naturellement. On s'est dit bon, nous, ce qu'on veut, c'est entre guillemets promouvoir notre sport qui était vraiment pas très connu à l'époque, le faire grandir. Donc si on fait une marque et si on essaie de regrouper les gens sous un étendard, ça aidera forcément à créer une communauté, etc. à Et fait. tu vois, et faire grandir le truc, tu vois. Ok. Et du coup, ça s'est fait comme ça. T'avais quel âge là à cette époque? 18 ans. Ouais. 18 ans, ouais. C'est bien, n'empêche. Sa première société à 18 ans. Mais j'ai été très vite. Enfin, vu que j'ai sauté une classe, j'avais un an d'avance sur tout le monde, donc déjà forcément, j'avais Oui, une ça certaine veut dire maturité que un j'avais an que pas. t'étais dans la. Et surtout, j'ai Dans la directive. vécu tout seul à partir de 17 ans. Donc, tu Oui. vois, en fait, moi, c'est le moment un peu où t'es forcément obligé d'être un grand garçon, entre guillemets, Oui, tu vois bah ce que oui, je veux c'est dire, et de vivre par toi-même. Donc, du coup, j'avais 18 ans, j'allais avoir 19 ans. J'étais déjà plus mature que la plupart des gens à mon âge, et surtout, Tout à fait. je commençais à travailler, etc. J'avais plus ou moins fini les études. Enfin, Oui. tu vois, j'avais déjà passé un cap que les gens n'ont pas. Et je pense qu'en fait, c'est aussi ça, le système scolaire, ça te garde un peu dans ce truc de t'es un enfant, tu vois. C'est-à-dire que Ah, mais c'est- t'as c'est des profs qui t'apprennent des trucs, t'as tes parents qui t'aident, machin, et du Oui. coup, tu restes cet enfant, et il y a des gens qui le restent en T'es doctorat à 28 infantilisé, ans, ouais. 27 ans, tu vois. Oui, mais ça, je le voyais vraiment parce que justement, j'ai fait un diplôme, mais pas loin de ce qu'a fait ton associé Pana en droit des affaires. Et je sais que quand j'étais en master 2, toutes les connaissances qu'on avait des avocats qui venaient nous parler, à chaque fois qu'ils nous expliquaient quelque chose, moi, je réfléchissais toujours à comment je pouvais l'appliquer pour moi, en fait, comment j'allais pouvoir Ouais. le mettre en œuvre dans la vie. Et je voyais que dans ma promo, juste, ils prenaient des connaissances en mode, quoi qu'il arrive, ça sera pour quelqu'un d'autre. Et que du coup, des fois, quand ça peut arriver, t'as un problème juridique, en fait, je me rendais compte que des 50 droits qu'on avait, quand ils devaient l'appliquer à eux-mêmes, il leur restait pas grand-chose en mode non, je suis qu'un étudiant, je suis capable de rien. Alors Ouais. bon, t'as fait 50 droits, t'es capable d'ouvrir une société, de rédiger des statuts, enfin, c'est des trucs que t'as fait en examen, donc dans la vie de tous les jours, c'est presque plus facile, quoi. Donc et c'est vrai que comme tu dis, je pense que le système scolaire et plus tard les études te maintiennent un peu plus longtemps dans le fait d'être sans responsabilité, et d'être un peu un enfant face à la vie, quoi. Mais en fait, t'es pas dans la pratique, t'es dans l'apprentissage. C'est-à-dire que vu que tu fais pas officiellement, tu sais faire, mais tu sais, il y a un pas entre savoir faire et le faire, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, tu passes jamais ce pas-là. Donc, tu as la théorique pour, mais vu que tu la mets pas en pratique, t'as toujours ce truc de et si je me loupe, et si machin. Mais en fait, Oui. en théorie, tout le monde se loupe, tu vois. Et même après, forcément, dans des professions comme ça, c'est un peu plus, on va dire,
dangereux de se louper parce que ça peut amener à des gros problèmes, etc. Oui, mais bon, quand tu débutes, en fait, tu pars du principe que tu peux te louper, et justement, si t'as la présence d'esprit de dire que tu peux te louper, tu peux te relire, tu peux refaire, tu peux corriger. Et puis voilà. tout se corrige Oui, dans ce type de profession. Je pense que t'es bien placé pour le savoir. Je pense que, en fait, à partir du moment où t'as pas des gros clients, où tu peux avoir vraiment des gros procès avec des gros montants, c'est moins grave, tu vois. S'il y a un mec qui lance sa boîte, et ses statuts sont mal rédigés, qui a un petit défaut quelque part, ou un truc qui peut être mal interprété, bon, ça va peut-être lui coûter 2000 €. Bon, à la limite, voilà, ça coûte 2000 €, c'est pas très grave, tu vois. Tout se rattrape, en général, à moins que tu sois vraiment de mauvaise foi ou quoi. Je pense que ça dépend du domaine, parce que je sais que nous on a eu des problèmes notamment avec le droit à l'image, et ça nous a coûté un peu d'argent à cause de ça, tu vois. Et c'est des trucs qu'on aurait pu anticiper, mais on l'avait pas l'information. C'est ça. En gros, on aurait dû juste embaucher un avocat directement là-dedans et qui fasse ça correctement, qui vérifie tout, et on l'a pas fait. Et du coup, on a perdu un peu d'argent. Tu veux développer un peu ce problème de droit à l'image? Ouais, on peut vite fait. Ah, ok. Bon, on peut vite fait. Bon, en fait, on travaille avec quelqu'un. Avec qui on avait un contrat mais qui n'était pas parfaitement rédigé, et donc du coup c'était quelqu'un qui nous offrait des choses. Il était en tant que prestataire de service. C'est ça. Il nous offre, enfin il créait quelque chose pour nous, qui nous le donnait, mais du coup il devait nous céder des droits d'une certaine manière, et on les a utilisés d'une manière qu'on n'aurait pas dû, et donc du coup on s'est fait reprendre par rapport à ça, quoi. D'accord. Ok. Et c'était pas absolument pas offensant ou quoi, hein, c'est juste des changements tout bêtes, de taille, de couleur, machin, etc. Et ça suffit pour en fait si le mec veut t'attaquer, il peut, quoi. Ah mais c'est en termes de propriété intellectuelle, c'est très encadré en plus. Et en plus c'est compliqué parce que des professionnels là-dedans, il y en a pas des masses, hein. Moi je vois, par exemple, j'ai été formé en théorie au droit de la propriété intellectuelle, mais c'est un domaine qui m'intéressait pas, et vraiment je suis pas quelqu'un qu'il faut demander, tu vois, t'as des matières qui me parlent comme le droit fiscal, le droit des sociétés, mais par exemple le droit de la propriété intellectuelle c'est très technique, et à part vraiment les gens qui bossent dedans, c'est compliqué d'avoir des gens qui sont. Je pense que c'est un domaine qui est très jeune, donc du coup t'as beaucoup de, en fait on sait pas encore, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une jurisprudence entre guillemets, et que ça soit traité une fois pour qu'on puisse avoir un cas exemple et du coup appliquer de cette manière. Exactement. Mais par exemple, quand vous aviez du coup lancé votre marque, d'ailleurs t'as pas si elle tellement, elle s'appelle Silent Worker. Vous l'aviez déposé à l'INPI, vous avez fait les démarches là-dessus. On a fait tout, on a déclaré du coup à l'INPI en France, en Europe. Pas dans tous les pays de l'Europe, donc ça, je sais qu'il y a une notion en haut, tu dois déclarer en Europe, mais aussi dans chaque pays en théorie, pour être sûr de protéger le droit dans ton pays, même s'il est en Europe. Ça justement ils l'ont réformé. Alors je sais plus si la réforme est arrivée au bout, parce que quand j'étais à la fin de mes études, ils nous disaient normalement maintenant vous allez avoir un guichet unique, ou quand tu le fais en France ça vaut dans toute l'Union européenne, mais je sais pas si ça. Alors, en tout cas, le guichet unique, ça existait pas, je sais. Le guichet unique existe. En pratique, il fonctionne pas très bien. Il me semble qu'il y a des endroits je sais où pas, un peu... donc mon avis. En théorie, si on voulait vraiment se protéger, je pense qu'il faudrait déposer dans chaque pays individuellement. Et du coup, ça commence à faire une somme. Et surtout, des endroits où on a quasiment aucun intérêt, parce qu'en fait, une fois du moment où t'as ta clientèle, même s'il y a des gens qui reprennent le nom, tant que t'es dominant d'un point de vue vente, c'est ton nom qui reste à toi, quoi. Et puis surtout, faut jamais oublier qu'effectivement, ta clientèle, forcément, vous êtes lancé en France, donc il y avait une grosse partie de la clientèle qui est en France. Quelqu'un pourrait pas refaire la même marque dans un autre pays et exporter en France. Il pourrait peut-être exporter dans d'autres pays qui sont pas concernés, mais il pourrait pas le faire en France, parce que en théorie les douanes seraient censées saisir, quoi. Tu voulais dire non. Du coup, d'un point de vue professionnel, tu gagnes ta vie par rapport au coaching. Est-ce que le power, d'une manière générale, ça te ramène de l'argent? C'est-à-dire les compétitions, le fait de remporter des titres, ça te gagne tu gagnes de l'argent avec, ou c'est juste la diffusion du fait que tu gagnes Ça me rapporte de l'argent moins, mais ça me rapporte un petit peu. Alors, c'est très compliqué en France, hein. Il faut vraiment... je suis le meilleur athlète en théorie, je suis pas forcément le plus médiatisé, même pas du tout. Et après, en fait, c'est un peu compliqué parce que on a des catégories de poids, donc pour comparer les athlètes, c'est pas facile, c'est une formule, donc c'est pas forcément totalement évident. Donc il y a des athlètes qui sont très proches de moi, qui eux gagnent mieux leur vie parce que dans leur catégorie respective ils sont meilleurs, c'est-à-dire qu'ils vont faire des podiums monde, première, deuxième, troisième place, alors que moi je vais peut-être être 4e, 5e, si une catégorie est plus compétitive, ou voilà. Donc ces personnes-là gagnent plus d'argent que moi, mais en théorie c'est possible de gagner un petit peu d'argent. Même maintenant plus. Tu pourrais en vivre ou pas? Oui, je pense. Après, ça dépend du niveau de dictat, du coup, que tu veux avoir aussi. En tant qu'athlète, du coup, après, t'as aussi les sponsors, on va dire, quand t'as de la visibilité. Donc ça, c'est pas vraiment en tant qu'athlète, c'est plus en tant qu'influenceur, si on peut dire ça, même si j'aime pas ce terme. Donc c'est de ce côté-là, même si les deux vont ensemble, parce qu'au final, t'as l'image d'athlète et d'influenceur qui est plus ou moins liée. Et puis t'as le côté un peu de social proof. Je suis athlète français. C'est ça. L'État me verse tant par an. Voilà, ça veut dire quand même que je suis sérieux. Donc, et même pour les marques, ça en fait, c'est bon pour les marques parce que en fait, si tu veux, même si t'as pas de visibilité, quand t'es un athlète et que t'as une renommée, les marques vont t'employer ou vont te donner un cachet parce que t'as cette noblesse. C'est con de dire ça, mais cette noblesse là de je suis athlète, machin, j'ai performé, voici mes titres. Donc oui, il y a ça qui me rapporte un petit peu d'argent. Et après, il peut y avoir des primes, mais ça c'est directement via les sponsors, c'est-à-dire que l'État donne quasiment rien. Ça a du mal à passer 4 chiffres quoi à l'année.
Si on est parmi les meilleurs mondiaux, on parle de top 1, 2, 3 mondes. Par contre, les sponsors directement, eux, qui sont dans le sport, peuvent donner un peu plus. C'est vrai qu'en France, l'État, dans le sport, il met pas trop en avant le haut niveau du sport, je trouve. En fait, je pense qu'il y a il y a quelques sports qui sont très 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 mis en avant et du coup bien payés, et après il y a le reste, quoi. Ouais. Donc il y a quand même des infrastructures. Il y a quand même des infrastructures et on est plus aidé que d'autres. Genre typiquement, on est envoyé en compétition, c'est payé. Ouais. On a un statut ministériel. C'est des trucs qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas du tout. Donc c'est quand même une aide, surtout quand on est en CDI, CDD, enfin quand on a un salariat classique. Oui, parce que par contre, ça dans le droit du travail, il y a un vrai truc quand t'es athlète de haut niveau. T'as des congés payés en plus. Exactement. Et on est obligé. C'est l'État qui récupère avec l'entreprise. Ouais. Donc au moins ça te donne quelque chose qui permet de dire non mais voilà, je dois aller à mon compétition, vous pouvez pas me virer. Quoi. Exactement. Et c'est obligatoire. Il y a un certain nombre à l'année, et tant qu'il y a une preuve du DTN, donc du sélectionneur, c'est obligatoire. On peut pas l'enlever. Même pour les regroupements, etc. Donc ça aide quand même d'un point de vue salariat. Après, quand on est entrepreneur, si on peut dire ça comme ça, plus tant que ça, ça sert pas à grand chose. Mais c'est une fierté au début quand on l'a, de se dire voilà, je suis entre guillemets reconnu par l'État comme sportif de haut niveau, quoi. Et après, voilà, il y a les aides du coup d'envoi, une petite prime, et certaines régions peuvent aider individuellement l'athlète dans la région dans laquelle tu vis. Ok. Et en plus, pour ceux qui sont dans les études, avant que tu sois à ton compte, avant que tu travailles, ça peut aussi avoir un avantage d'avoir des cours déplacés, d'avoir des aménagements. Typiquement, j'ai mon colocataire qui était avec moi a continué en médecine, il est en dentaire, et il a beaucoup d'aménagements par rapport à ça. Il peut faire ses années en 2 ans, il a des semestres qui sont allégés, machin, etc. Ouais, donc la connaissance est plus ou moins la même au final, mais il peut entre guillemets prendre plus son temps sur son cursus, puisque il s'entraîne beaucoup aussi et que c'est des études qui sont assez complexes, donc il y a besoin de temps pour faire les deux, quoi. Après, c'est vrai que sur on va dire le cachet en lui-même que pourrait donner l'État, ils sont surtout pour les athlètes des Jeux Olympiques, on va dire. Enfin, à part les 3-4 gros sports très médiatisés. Et le souci, c'est que le powerlifting ne fait pas partie. On est aux World Games, donc c'est un peu la prélude des Jeux Olympiques, mais on n'est pas encore aux Jeux Olympiques. Et même aux Jeux Olympiques maintenant, c'est plus forcément bien rémunéré, honnêtement. Ah, il y a quand même, je sais plus, mais par exemple une médaille d'or, je crois que c'est C'était 50 000 € il y a quelques années. Maintenant, ça dépend vraiment du sport. C'est plus pour tout le monde. Ah d'accord, je pensais que c'était toujours 50 000. Alors je peux pas m'avancer parce que j'en ai plus olympique, mais je crois que c'est plus le cas. C'est plus aussi simple que ça. Ça dépend vraiment des. Je pensais. Moi, ce que j'avais étudié à l'époque, c'est qu'en fiscalité, quand tu t'as l'athlète des JO et tu gagnes une médaille d'or, tu gagnes 50 000 € d'un coup. En théorie, tu devrais être fiscalisé et ça te ferait exploser ta tranche marginale d'imposition. En fait, tu peux le diviser sur 4 ans, soi-disant pour les prochains JO, et du coup, ça vient de diminuer combien d'impôts tu vas payer sur les 50 000 € que te donne justement l'État. Mais j'avais vu ça, et c'est drôle parce que moi j'avais un problème avec ça, c'est-à-dire que j'avais un comptable au tout début et en fait je savais pas les revenus des compétitions, est-ce que je devais les déclarer, est-ce qu'il y avait une exonération, comment c'était taxé, etc. Et du coup je demande à un comptable, il m'a dit en fait tant que c'est du sponsoring, tu n'as pas besoin de le déclarer. Et je me suis dit c'est bizarre quand même. C'est bizarre quand même. Donc du coup j'ai revérifié, mais si j'avais écouté ça j'aurais pas déclaré, du coup je me serais fait avoir. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Mais on doit le déclarer, donc ce qui est con parce qu'en soi c'est une prime qui vient de l'État, c'est ça, qui est qui est retaxée par l'État. Et du coup, t'as décroché comment ton premier sponsor ? Moi j'ai beaucoup attendu. En fait j'ai eu un petit sponsor, donc c'est la plus grosse marque qui existe dans notre sport, c'est SBD. C'est mon premier sponsor financier qui est venu parce que j'étais juste bon en tant qu'athlète. Donc c'est un sponsor qui est un peu différent de la plupart des sponsors, il sponsorise l'athlète et pas l'influenceur. C'est vraiment si t'as un niveau, t'es sponsorisé à telle hauteur, que tu vendes ou pas on s'en fout, c'est ton niveau en tant qu'athlète qui c'est cadré comme ça. Donc ça c'est cool parce que en tant qu'athlète t'as pas besoin de faire des photos de toi sur Instagram entre guillemets pour avoir un sponsor. Donc forcément ils sponsorisent pas mal de monde parce qu'ils sont vraiment dominants sur le marché, donc c'est pas forcément des prix non plus ouf, et vu que c'est pas en rapport avec la vente, ils s'en foutent, donc ils ont un cachet, c'est ça, et peu importe de ce que tu vends ou ce que tu sers pour la marque, tu peux pas venir commencer à négocier en mode regardez je vais vous faire augmenter vos ventes ou quoi, ça non, en gros si t'es top 3 monde t'as ça, si t'es top 1 monde t'as ça, et après du coup c'est négociable. Ça, c'est marrant, mais je savais pas du tout, je pensais que parce que justement je m'étais demandé comment les contrats de sponsoring étaient. Je pensais que chacun fixait son prix. Mais ça c'est pour la marque SBD qui font vraiment à leur sauce entre guillemets, parce qu'ils sont vraiment dominants, donc ils décident en fait, et si ça te va pas c'est pareil. Voilà, c'est ça. Et après, pour toutes les marques, donc je suis sponsorisé ici par MyProtein, là c'est différent. C'est vraiment plus à la vente, donc entre guillemets à l'influence que tu vas avoir. Même si en tant qu'athlète, encore une fois, il y a une image athlète qui est payée. Donc je pense que si tu vends égal, mais que tu es un athlète de très haut niveau, tu seras peut-être plus payé que quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, c'est plus relié à la vente et l'athlète plutôt que juste ton niveau en tant qu'athlète. Oui, notamment par le biais des codes et des liens, j'imagine. Ouais, voilà, t'as des liens traqués, des codes, etc. Plein de choses, des événements. Si t'es en tant que coach, par exemple, j'ai fait des vidéos pour eux, donc ça aussi, c'est compris dans ton contrat, etc. quoi. T'étais à l'aise avec les réseaux sociaux au début ou tu t'es fait un peu sur le tas parce que t'es quand même
pas influenceur, du coup, c'est pas le mot. En vrai, on peut dire Mais ça. ouais, J'aime pas ça parce que je trouve que ça fait vraiment l'image des Ouais. cons dans des villas là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Mais dans les anges. en fait, vu que je suis jeune, je pense que c'est un peu de entre guillemets ma génération, Ouais, ta tu vois, génération, les téléphones très tôt et tout, donc ça va. Juste moi j'ai eu des problèmes avec mon image vu que j'étais anorexique et tout, donc au début c'était pas trop mon truc et surtout je suis vachement introverti. Je suis pas trop le genre de personne à montrer tout ce que je fais, etc. Donc j'étais pas mal à l'aise, mais je le faisais pas en fait. C'est-à-dire que là où beaucoup de gens allaient montrer tout ce qu'ils font dans leur journée, moi je me postais rien, donc du coup j'étais moins mis en avant. Mais j'étais pas mal à l'aise quand je le faisais parce que j'ai envie de le faire quoi. Et Instagram, du coup, ça te plaît? Enfin, t'arrives à interagir un peu avec ta communauté ou c'est juste histoire d'avoir une vitrine ou... Non, je le fais parce que je trouve ça. Enfin, en fait, de plus en plus, au début, je le faisais vraiment intuitif, c'est-à-dire que je le faisais ou je le faisais pas, je m'en foutais. Après, j'essayais de me forcer. Et au final, je me suis rendu compte que c'était pas trop le truc et que surtout, ça crée une barrière entre guillemets. T'étais plus vraiment la personne que t'es réellement sur les réseaux. Maintenant, je le fais vraiment quand j'ai envie. Donc, je me force pas, je le fais quand j'ai envie. Et si j'ai pas envie, je le fais pas. Forcément, il y a mes humeurs aussi. Si je suis bien en tant que sportif, je vais poster plus. Si je le suis pas, je vais poster moins. Puis il y a beaucoup aussi de. T'as des gens qui vont t'insulter, t'as des gens qui vont te dire que ce que tu fais c'est bien. Donc, il faut faire la part des choses. Il faut essayer de prendre du recul sur ce que tu fais. Sinon, tu passes ta journée entre guillemets à remuer des insultes, à voir des gens qui sont pas contents, etc. Et ça t'en aura partout. Mais au début, c'est un peu compliqué à accepter, quoi. Et c'est sûr, et surtout, en plus, j'imagine surtout quand t'es comme ça, au plus haut niveau, t'as quand même besoin d'avoir un environnement psychologique qui soit sain et où tu aies le maximum de bonne humeur, que tu puisses te donner à fond dans ce que tu fais. Si tu te forces à poster, déjà, bon, ça te prend du temps, un peu d'énergie. En plus, si derrière, tu prends des retours négatifs, Après, en fait, si tu veux, j'étais comme ça au début en tant qu'athlète, c'est-à-dire que j'étais vraiment 100% athlète et tout ce qui me prenait de l'énergie à côté, je le faisais pas. Oui. Et au fur et à mesure, t'as le moi entrepreneur et le moi athlète, tu vois. Et qui commence j'essaye de gérer le truc. Après, il faut le voir aussi comme ça, c'est que si forcément tu gagnes un peu mieux ta vie, on tant qu'athlète, tu seras aussi meilleur parce que t'as pas le même confort de vie, tu vois. Typiquement, j'ai pu vivre à Montpellier parce que je gagnais un peu mieux ma vie. Il fallait que j'ai une location, que j'ai un dossier, parce que j'étais plus étudiant, que je puisse avoir ma salle où les gens s'entraînent, etc. Tout ça, c'est des frais. Donc si j'avais pas les moyens, j'aurais pas pu le faire. Donc je serais peut-être aussi moins bon en tant qu'athlète. Donc tu vois, j'essaye de doser. t'aurais eu un environnement qui aurait été moins matériel, on va dire, qui aurait été moins efficace. Et puis même tout, le confort de la vie, tu vois, vivre dans le sud, c'est un confort. Faut se rendre compte que moi, il y a 3 ans, je m'entraînais, il faisait -5 dans mon hangar, tu vois. Et c'est un truc tout bête, mais ça joue. C'est comme on parlait la dernière fois. Ça joue. Donc plein de trucs comme ça où, en fait, ça t'apporte aussi en tant qu'athlète. Donc au final, il faut peser la part des deux, quoi. Oui. C'est des moyens d'acquisition pour toi de clientèle, les réseaux sociaux? Ouais. C'est même le principal. plus grand. Ouais. Je l'ai beaucoup vu sur YouTube surtout parce que je trouve que c'est un réseau qui a plus d'engagement qu'Instagram. Okay. Quand j'avais Instagram, en fait c'est parce qu'aussi je faisais pas forcément de com, c'est-à-dire que quand j'ai ouvert YouTube c'était vraiment pour parler de moi en tant que coach, je donnais des tips, etc. Des choses que je faisais pas forcément sur Insta, donc ça a vraiment un peu créé il y a l'ère avant YouTube et l'ère après YouTube, quoi. Ouais, ok. Mais ouais, c'est clairement les plus grosses plateformes de... Enfin, c'est le seul endroit où je communique. J'ai un site, mais je l'utilise pas, je le mets pas en avant. C'est juste pour présenter. Et je l'ai fait il y a 1 an, alors que ça fait déjà longtemps que je travaille. Ça fait déjà, mais là, on le voit de plus en plus, c'est qu'aujourd'hui, t'as besoin d'exister sur Internet. Des fois, juste d'avoir une page Instagram, c'est plus efficace qu'avoir un site Internet. Ah, clairement, parce que c'est plus personnel, en fait. Un site, c'est un peu vieux jeu, tu vois. C'est ton truc, tu proposes tes services. Moi, j'ai juste fait parce que du coup, j'ai des gens qui travaillent avec moi, donc je voulais bien qu'on comprenne l'environnement de travail. C'est-à-dire qu'il y a moi, il y a des autres coachs, j'ai quelqu'un qui gère les réseaux, machin. En fait, présenter tout le monde, présenter les services qu'on propose, que ce soit clair. Et que on n'a pas besoin de m'envoyer à chaque fois un message pour que je réponde. Enfin, tu vois, c'est une perte de temps. En fait. Oui, complètement. Surtout que les réseaux sociaux, c'est génial pour se faire connaître, pour publier du contenu, de la nouveauté. Mais quand c'est plutôt dans une option catalogue, proposition de service, c'est pas forcément ce qui s'adapte. C'est plutôt c'est un tunnel qui te permet après de renvoyer vers quelque chose de plus, de mieux construit à destination de tes prospects qui vont se poser une question. En fait, c'est un peu le truc dans ton noir, c'est que t'as toujours en communication où t'as les réseaux sociaux où tu touches le plus de monde possible. 50% des gens qui en ont rien à foutre de ce que tu fais, 50% des gens qui sont intéressés par ce que tu fais. Puis après, t'as tes réseaux plus personnels. Donc, tu sais, tout ce qui va être story, te suivre tous les jours, qui tu es réellement en tant qu'athlète, en tant que personne. Et après, il y a des gens qui, parmi eux, sont intéressés pour travailler avec toi. Et c'est ce qui reste au final. Et c'est ceux qui vont sur ton site et qui, du coup, qui disent, ah putain, ça m'intéresse. J'aimerais bien essayer, quoi. Tu utilises TikTok ou pas? Alors j'ai essayé, j'ai du mal. En fait, j'ai du mal avec le réseau. Déjà, je trouve, forcément, il faut suivre entre guillemets les trends, tu vois. Et c'est peut-être une génération après moi, ou en tout cas mentalement. Donc il y a des trucs que j'ai du mal à faire. Je le fais parce que des fois il y a des trucs qui sont intéressants, drôles, etc. Et puis le format des réels, il y a des trucs à faire parfois, mais je l'utilise vraiment pas régulièrement parce que j'ai un peu de mal avec la plateforme.
Je pense que c'est une erreur d'ailleurs parce que en fait c'est différent. C'est que, tu vois, pour moi TikTok c'est le haut de l'entonnoir. C'est là où je touche beaucoup de monde. Oui, 80% des gens qui tu s'en foutent, mais tu touches beaucoup de monde et du coup c'est bien pour les ramener, les rabattre vers le reste de tes réseaux et qu'en fait les gens apprennent à te connaître. Parce que c'est ça aussi un des problèmes à moi, c'est que je parais très froid quand tu me connais pas. Oui. C'est-à-dire que tu me vois au premier abord, tu dis waouh, j'ai pas envie de lui parler ce mec. Tu vois. Déjà par la corpulence, je le Ouais, sais. c'est vrai que t'es grand, quoi. 1m90, 120 kg déjà, si tu veux. Il y a ça, et puis il y a aussi j'ai des expressions, tu vois, genre là, dans une discussion, je suis quelqu'un, je pense, gentil, etc. Je suis assez avenant, mais quand tu me connais pas, tu peux juste te dire, ouais, il est pas très parlant, t'as pas envie d'avoir une discussion avec, tu vois, ça a l'air d'être un mec très sérieux, etc. Et c'est une image que je renvoie malgré moi. Donc du coup, c'est bien aussi que les gens apprennent à me connaître, entre guillemets, l'autre moi. Tu vois, je suis quelqu'un d'assez, comme je dis, avenant, je pense, dans la vie de tous les jours. Et je suis quelqu'un avec qui tu parles des discussions, parler de tout, et sans problème, quoi. Comment t'as réussi à scaler un peu ton business? Parce que du coup, t'as dit tout à l'heure que t'avais dû embaucher des coachs en dessous de toi pour déléguer sur les coachings. Comment ça s'est fait tout ça? Bah en fait ça s'est fait encore une fois vachement naturellement. En fait j'étais jeune, donc à cette époque-là, enfin j'étais jeune. C'est il y a pas si longtemps que ça, je suis toujours jeune, mais. T'inquiète, moi aussi des fois j'emploie l'expression parce que on vit quand même enfin c'est normal, on est dans la vingtaine, on est à un moment où les années comptent extrêmement vite. Ouais. Tu regardes le toi d'il y a 2 ans. Ah, et... ça a rien à voir. Ouais. Ça a rien à voir. En fait, vraiment ça s'est fait assez naturellement. C'est-à-dire que je suis arrivé à un stade où je devais limiter les gens avec qui je travaillais, déjà par rapport à mon temps, parce qu'au bout d'un moment, en fait, ce qu'on vend, c'est mon temps dans mon service. Donc en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour continuer à prospérer et vu que j'ai plus de temps, je peux pas plus travailler, je peux demander plus d'argent, mais au bout d'un moment, j'allais dire je vais pas demander. Augmenter tes prix, c'est ça. En peut-être. fait, au bout d'un moment, c'est plus possible parce que les clients que tu cherches, en tout cas que tu touches, ils peuvent pas payer. Enfin, il faut voir le rythme de la vie de tous les jours. Si tu demandes 500 € à quelqu'un par mois, au bout d'un moment, c'est pas possible, tu vas toucher une clientèle qui est tellement minime que tu auras plus personne. Oui, donc sûr. certes, tu vas faire plus d'argent par service, mais si tu touches plus personne, bah tu auras moins de services vendus. Donc au final, tu te retrouves au même. Donc je me suis dit, je préfère garder cet équilibre là où certes mon prix est plus haut peut-être que la moyenne, mais c'est toujours accessible pour la plupart des gens et donc du coup ils peuvent se le permettre. Et donc je me suis dit, maintenant qu'est-ce que je fais si je veux entre guillemets prospérer on va dire d'un point de vue société, entrepreneuriat. Soit j'offre de nouvelles choses, choses à laquelle je voulais pas forcément faire parce que je me suis dit il y a des trucs que je peux vendre, mais ça c'est pas en adéquation avec ce que je veux faire. Donc par exemple des programmes tout faits, qui sont pas individualisés, qui sont pas, enfin c'était pas la qualité que je voulais donner à ma marque, refléter. Donc je me suis dit la seule chose que je peux faire c'est prendre d'autres personnes qui travaillent avec moi, que je forme, donc du coup qui travaillent à ma façon. Alors évidemment ils ont des personnalités, c'est pas des robots, mais qui travaillent, on va dire, qui sont influencés par comment est-ce que je travaille. Donc on garde ta manière de faire, ma patte, voilà, c'est ça, ma manière de fabrique. C'est ça ouais, ta marque de fabrique. Alors, marque de fabrique, voilà, merci. Tout en pouvant du coup avoir une plus grosse capacité, quoi. Oui. Et du coup avec des commissions, ça fonctionne un peu comme une franchise. J'aime pas dire ça parce qu'en fait pour l'instant je veux pas avoir 50 000 personnes. J'ai juste des personnes qui sont très proches de moi, donc ils habitent tous. On se voit tout le temps, tous les jours. Et ces gens qui travaillent avec moi, je considère pas qu'ils travaillent pour moi, mais vraiment avec moi. Donc je les aide entre guillemets à se développer en tant que coach. Je leur envoie de la clientèle qui travaille en partie pour moi, donc forcément je prends une commission dessus. Et du coup je leur fournis tout ce qui est autour, la salle déjà, un truc tout bête, mais pour s'entraîner. Du coup forcément la communication. Donc c'est moi qui fais tout ce qui est leurs réseaux sociaux en fait, qui va faire leur réel, leur communication, etc. Leur acquisition, enfin leur source d'acquisition. C'est ça. Et pour pousser plus loin, maintenant que c'est professionnalisé, c'est moi qui fais la compta, etc., etc. Donc en fait, eux, ils sont juste coachs. C'est-à-dire qu'ils coachent les gens et ils touchent leur truc à la fin du mois et terminé. Et c'est moi qui m'occupe du reste, quoi. T'es en société actuellement? Je passe en société en ce moment même. Ça y est, ça se professionnalise. Parce que du coup, ouais, voilà, par rapport, pour gérer la comptabilité, etc., c'est le plus simple. Et puis même, au bout d'un moment, c'est ce qui se fait parce que j'ai beaucoup de frais à côté, notamment avec la salle, avec les gens qui travaillent avec moi. Il y a des gens qui travaillent aussi pour les réseaux sociaux, donc je paye, donc c'est des frais, donc naturellement, ça s'est fait. C'est bien que ça se déduise un peu. Bah, c'est ça, exactement. En plus, on avait justement fait un épisode sur la micro-entreprise vs la SAS et ça s'applique parfaitement à ton cas où au bout d'un moment, quand t'as beaucoup de frais, faut essayer plutôt de voir de passer en société. Ça permet quand même de rationaliser ce que tu peux déduire surtout et finalement ce qui va te rester en net et sur quoi tu vas payer des impôts. Il y a la notion des plafonds aussi tout simplement. Après au bout d'un moment tu payes ta TVA donc ça vaut plus du tout le coup. Et même avant ça, si t'as des frais, il y a un stade très très rapide où c'est plus simple de passer en soit tes SARL si t'as besoin de tes rémunérations au mois, soit tes SAS si t'as d'autres revenus, quoi. Ok, mais du coup, t'as gardé, on va dire, cette énergie de monter une équipe, un peu comme t'avais fait avec l'autre marque, Silent Worker, où finalement vous êtes. Mais moi j'aime ça en fait, le partage. Tu vois, genre, je me vois pas travailler tout seul tout le temps. Je trouve ça un peu. Et surtout, j'aime bien l'environnement de groupe où tu te dis, en fait, il y a des idées qui peuvent venir de partout et il y en a forcément qui seront bonnes et qui feront évoluer la chose, tu vois. Donc j'aime bien le travail en groupe. Je suis le genre de mec.
bah tu vois, les jours où je m'entraîne pas, je vais quand même à la salle juste pour voir du monde, etc. Et je sais pas, ça met dans une dynamique où tu te dis, tu peux faire des choses, où tu peux penser à des choses auxquelles tu penserais pas, et juste tu crées un groupe, tu vois. Et c'est totalement ce que je vais faire avec le nouveau local. Donc toi tu le sais, mais je suis en train de louer un nouveau local où je veux vraiment avoir un truc où tu dis en fait si tu veux venir travailler là-bas, c'est presque un espace de coworking, tu vois. Et du coup tout le monde se rejoint et si tu te sens bien là, tant mieux. Et du coup on bosse, on se partage les trucs et tu sais ça fait une sorte d'émulation où tu te dis bah en fait il peut forcément y avoir que du bon entre guillemets qui sort de ça, quoi. C'est bien parce que t'as pas eu du mal du coup à t'entourer, à trouver des bons partenaires. Je pense que la visibilité a aidé, tu vois. Ouais. Et puis après, je suis quelqu'un, enfin, je côtoie pas beaucoup de monde, enfin, j'ai pas beaucoup d'amis, voire même très peu. Donc en fait, c'est des gens qui sont, enfin, ça s'est fait assez naturellement. Et puis forcément, dans le milieu, tu sais, moi, j'étais vraiment axé 100% force. Donc je traînais qu'avec des gens qui étaient dans le même cas de figure. Oui. Donc du coup, c'était des gens qui avaient des profils très similaires à moi. Donc bah, ça s'est fait vachement naturellement, quoi. Okay, ouais. C'est pour ça que je dis que je veux pas que ce soit vraiment une usine où j'ai 40 coachs. Et déjà, j'ai pas les moyens à l'heure actuelle en termes de clientèle, mais c'est pas quelque chose que je veux. Je préfère garder cette qualité et ce truc de t'as la proximité, tu vois. C'est je supervise toujours entre guillemets les coachs avec qui je travaille, c'est-à-dire qu'eux ils sont pas menés à eux-mêmes. Il y a toujours ce truc de tu vois, c'est vraiment du travail ensemble plus que tu travailles pour moi. Et comme tu peux voir des grosses franchises, des types McDo, tu vois, où enfin, si tu demandes aux mecs qui gèrent McDo France, je pense pas qu'ils connaissent tous les McDo qu'il y a en France. Tu vois, parce qu'il y en a trop, et au bout d'un moment, tu auras beau être aussi investi que tu pourras plus gérer le truc, quoi. Non mais complètement, puis c'est un peu le truc de la grosse entreprise où finalement le patron il a plus aucun contact avec son alors que à l'heure actuelle c'est moi qui travaille le plus dans mon entreprise, tu vois. C'est-à-dire que je suis le patron de l'entreprise, c'est moi qui suis le plus de monde donc en coaching, pas en termes d'heures de travail mais c'est moi qui suis le plus de monde en coaching, donc c'est en tant que coach je suis plus actif en tant que coach que les coachs qui bossent avec moi, tu vois. Donc voilà. Ça te prend beaucoup de temps ou pas moi, je suis quelqu'un en fait qui travaille super vite. Donc, je vais avoir une grosse charge de travail, mais je vais tabasser ça en 2-3 heures. Et je pense que, en fait, quand je vois au rythme auquel les gens, les autres coachs par exemple travaillent, j'ai l'impression que je fais tout ce que les gens font en 4-5 heures en 2 heures, tu vois. Mais j'ai besoin, en fait, je peux pas travailler 10 heures par jour. Je vais me mettre genre 2 heures devant moi où je suis à fond, 100% concentré. Je fais ça super vite. Et après, j'ai fini, tu vois. Donc, dans une journée, ça me prend pas tant de temps que ça. Je pense que je considère que moi en tant qu'athlète c'est aussi du travail donc je vais pas le mettre dedans, mais je pense que 3-4 heures par jour peut-être en moyenne avec les week-ends, c'est là où je travaille le plus, ça va tirer sur du 5 heures mais pas plus, quoi. Okay. Et après il y a 3 c'est bien en vrai, ce qu'au final est bien parce que vaut mieux faire 3-4 heures très productif que bosser 10 heures. Enfin nous on le voit bien dans des métiers de bureau. Job salarié, tu es obligé de en fait d'attendre, enfin de faire un rythme qui est et le souci c'est que tu le vois au niveau de tes collègues, la vérité, si vraiment ils se bougeaient et que ils donnaient tout ce qu'ils avaient, en fait leur journée pourrait être divisée par deux. C'est ça que je déteste dans le salariat classique, c'est qu'en fait tu sais presque t'es mal vu si tu travailles trop vite parce que du coup ça te montre que les autres travaillent pas assez vite. Et j'aime pas le travail à l'heure parce qu'au final tu te dis voilà, aujourd'hui j'ai ça à faire, j'ai 8 heures pour le faire, voilà, je prends 8 heures pour le faire, tu vois. Je préfère me dire ça j'ai ça à faire, si je peux le faire en 2 heures je le fais en 2 heures et puis après ma journée elle est finie, quoi. Et après t'as la problématique du chef d'entreprise qui a son compte et qui a ce souci toujours de rentabilité de son temps, mais c'est vrai que du coup quand t'es salarié tu vas parfois faire des choses qui vont prendre trop de temps parce que on t'a demandé de le faire et t'as pas la problématique de tout ce que tu dois faire à côté, alors que quand t'as ton compte tu dois gérer la compta, dans ton cas tu dois t'entraîner, il y a les compétitions, etc. T'as pas le temps en fait t'es obligé d'être dans l'efficacité, tu peux pas perdre du temps sur des trucs improductifs. Ça tombe vachement bien parce que c'est pas un truc que je me suis dit, tu sais, je suis pas genre faut que je fasse comme ça, genre en mode mentalité je sais pas trop quoi. C'est juste j'ai toujours été comme ça, je travaille super vite. Ça doit venir sans doute de l'époque où t'étais déjà sportif de haut niveau à l'école et comme t'avais pas beaucoup de temps, tout était très optimisé. C'est ça, tout était optimisé. Moi j'avais un peu le même truc parce que j'étais dans un autre sport, j'étais aussi en sport études et effectivement tu faisais en sorte que tout soit fait le plus rapidement possible, et c'est vrai que ça a été un avantage. Après je l'ai gardé dans les études sup et c'est vrai que finalement dans les études sup j'ai pas donné beaucoup de temps par rapport à d'autres étudiants que je voyais qui passaient des journées entières parce qu'à un moment donné il faut la rentabilité. Et moi je vois uniquement qu'est-ce que j'ai à la fin pour le temps que j'ai consacré. Si au final tu peux avoir la même chose où tu peux avoir 80%, enfin si par exemple tu travailles 10 heures tu vas avoir 100%, et que si tu travailles 2 heures tu vas avoir 80%. Tu t'arrêtes à 2 heures, quoi. Ouais, c'est ça exactement, quoi. Mais c'est pour ça qu'il y a aussi plein de trucs que je délègue, des trucs qui sont très chronophages comme les réseaux sociaux, le montage, etc. Tout ça je délègue parce que je sais que ça prendrait trop de temps, et en fait c'est que je pourrais le faire entre guillemets dans ma journée, mais quand j'arriverai à la fin de ma journée je serai tellement cuit que je pourrais pas développer le reste que j'ai envie de développer, tu vois. Et même en fait c'est un peu ça qui est compliqué aussi quand t'es dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a un moment où des fois où juste je me pose comme ça et je me dis pendant 3 heures je réfléchis, tu vois, un truc que je peux faire, une nouvelle activité, et en fait ça se trouve c'est du temps que j'aurais peut-être
perdu 3 heures, tu vois. Mais peut-être qu'au bout d'une heure, je vais avoir un déclic et je me dis, waouh, un truc de fou, je me lance là-dedans et c'est une bonne idée. Du coup, des fois, en fait, tu te rends pas compte du temps où tu travailles. Parce que si je te dis réellement le temps où je pense, du matin au soir, tu vois, des fois, je suis là dans le lit, je suis en train de m'endormir, je me lève, je prends mon téléphone, je note un truc, je me dis, ah putain, ça c'est une idée, tu vois, et je me rendors. Je fonctionne comme ça, tu vois, genre juste des fois, j'ai des déclics. Donc en fait, le temps de travail, je le compte pas vraiment, parce qu'en plus, il y a beaucoup de trucs, pour moi, c'est grave ludique, tu vois. Donc tout ce qui est vachement mécanique, que je dois refaire tous les jours, pour moi, ça c'est du travail, parce que forcément, t'as une certaine. Tu t'habitues, et au bout d'un moment, c'est un peu lassant. Pas forcément lassant, mais c'est répétitif, donc forcément, c'est pas forcément très. Valorisant intellectuellement, tu vois ce que je veux dire. Stimulant. Voilà, c'est ça. Mais par contre, tout ce qui est à côté de ça, en fait, toute la journée, je suis en train de réfléchir à des trucs que je peux faire. Là, par exemple, je parlais du nouveau local, ça fait une semaine que je suis dessus. Tu sais, tous les jours, je change les plans, je me dis, je peux faire ça, ci, ça, là, je peux mettre ça comme ça, faire ci, rajouter ça comme activité. Enfin, tu vois, dans ma tête, il se passe plein de trucs. On va finir avec une piscine à bulles. Mais, du coup, c'est une forme de travail, mais je le vois pas comme du travail, donc au final, c'est compliqué de le quantifier exactement, quoi. Et l'entraînement pour toi, du coup, c'est un travail ou c'est plus le plaisir ou... Non, c'est plus du tout du plaisir. C'est con de dire ça parce que à la base c'est le sport, mais je pense que quand tu passes à un certain niveau, c'est une obligation. Et en fait, ça l'a été depuis le début, puisque comme j'ai dit, je viens de l'anorexie. Donc du coup, je me suis toujours entraîné un peu par contrainte. Au début, c'était parce que je voulais être en santé, et du coup, j'ai gardé ce truc en fait, vu que je mets tellement de rigueur et tout dans mon entraînement que je me prends pas de plaisir à l'entraînement. Il y a des gens qui arrivent en haut niveau. Moi, j'y arrive pas forcément. Je fais ça vraiment machinalement. Je me dis, je dois le faire parce que je veux être bon et pour être bon, je dois le faire en fait. Donc je me dis pas waouh, trop cool, je vais m'entraîner, mais juste c'est ce que je dois faire pour être le meilleur, et être le meilleur, c'est ce que je veux être, donc je dois le faire quoi. Mais ça du coup, ça t'arrive à pallier au manque de motivation ou enfin t'es très discipliné du coup. Ouais, c'est ça en fait, c'est pas vraiment de la motivation parce qu'en fait c'est mon métier, tu vois, quand tu te lèves le matin, tout le monde n'a pas envie de travailler, mais tu sais que tu dois le faire parce que c'est comme ça. Et au final, je sais que c'est ce qui me rapproche de mon but d'être meilleur, tu vois, donc je suis pas non plus, en fait je traîne des pieds parce que je sais que physiquement c'est éprouvant, c'est-à-dire que je me dis je vais me mettre une cartouche entre guillemets, je vais sortir de là, je vais être fumé. Donc en fait j'appréhende ce moment-là où je vais me dire waouh, je suis cuit, mais je dois le faire, tu vois. Mais sinon en soi j'aime ça parce que je me suis toujours demandé, tu vois, un truc tout bête, mais c'est vachement personnel, mais si j'étais pas autiste, parce que j'adore les trucs vachement répétitifs, et j'ai beaucoup de traits un peu de l'autisme. Donc après je pense que c'est des degrés, tu vois, il y a des gens qui sont autistes très faibles, donc ils peuvent être diagnostiqués autistes, mais ça se voit même pas. Et j'ai beaucoup de traits là-dedans où j'ai toujours eu des trucs avec les chiffres et tout. Genre je joue au foot, j'apprenais tous les panneaux publicitaires par cœur, tu sais, qu'il y avait autour du foot, tu sais, il y avait des panneaux avec des marques et tout, j'apprenais tous les numéros par cœur. Parce que je sais pas pourquoi, je peux pas m'en empêcher. J'ai plein de trucs comme ça, ou les plaques de voiture, j'apprends, tu sais, j'ai toujours eu des comportements un peu spéciaux comme ça, où j'adore le répétitif, et j'adore m'améliorer sur le répétitif jusqu'à ce que ça soit quasiment parfait, quoi. Automatique. Donc du coup ça tombe bien avec ma discipline. Tu devais aimer un peu les jeux vidéo qui étaient très répétitifs, au final tu faisais toujours la même chose mais tu pouvais le faire un tout petit peu mieux. Ouais, et c'était ça la progression. Mais tu vois, je suis genre typiquement tout bête là, avec Laurie, ma copine, on s'est mis à jouer à Crash Bandicoot sur la Switch. Oui. Et tu sais, tu prends un niveau, tu le finis et tu le passes. Quand je suis sur un niveau, je me suis dit, je fais ce niveau, s'il faut que je passe 5 heures dessus, je passerai 5 heures, tu vois. Et je suis énervé, hein, c'est pour pas de plaisir, mais je me dis, ça doit être fini. Mais du coup, c'est super important pour toi d'avoir une routine, vu que c'est physique, forcément, tu peux pas te permettre, je sais pas, de pas bien dormir, de pas bien manger, tu le vis comment, ça, c'est... Ça me va, parce que depuis l'anorexie, je suis très psychorigide là-dessus. Genre, enfin, un truc tout bête, mais je suis plus parti en vacances depuis genre 2015. Ça fait 9 ans que je suis pas parti en vacances, parce que si je pars en vacances, je sais que je sors de mon cadre habituel, donc je vais pouvoir m'entraîner quand même, tu vois. Mais déjà, faut que je trouve une salle où je peux m'entraîner, parce que les salles commerciales, c'est plus possible pour moi. Donc même si je trouve une salle où je m'entraîne, je sais que le focus du séjour, c'est se détendre. Donc du coup, je vais pas être dans la dynamique de s'entraîner correctement, du coup, je veux pas partir en vacances, parce que je sais que je m'entraînerai pas bien, et au final, je profiterai pas de ma vacances, parce que vu que je m'entraînerai pas bien, mon objectif principal sera pas rempli, quoi. Donc je pars pas en vacances. Et ça, est-ce que c'est uniquement lié à l'entraînement, c'est-à-dire que demain tu t'entraînes plus, finalement tu pars beaucoup plus en vacances, ou est-ce que finalement t'aimes bien quand même avoir une certaine routine et que même si t'avais plus ces objectifs sportifs aussi importants, mais tu partirais pas tant en vacances? Je pense que je partirais parce que j'adore découvrir, et puis tu vois, je parle bien anglais et tout, donc c'est assez facile de partir à l'étranger. En fait, les rencontres, c'est un truc que j'aime, comme je dis, tu vois, le truc de groupe, d'apprendre à connaître des gens, et juste qu'ils ont dans des domaines, enfin typiquement je vais ouvrir un podcast, un truc qui me ferait kiffer, c'est inviter des gens qui sont très bons dans leur domaine et juste écouter ce qu'ils ont à dire, tu vois. C'est un truc que j'aime bien, l'expérience. Du coup je pense que je le ferais juste pour vivre des choses, tu vois, parce que je me suis vachement bridé, quoi. J'ai commencé très tôt le sport, à 14 ans, et du coup depuis que j'ai 14 ans je suis plus parti en vacances, quoi. Même quand mes parents partaient en vacances, je leur disais non, moi je reste à la maison, faut que j'aille m'entraîner, quoi. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'il faut se rappeler, c'est qu'au final le sport c'est tes 10 dernières années, et que si on te retire le sport, dans les 10 dernières années t'as un immense trou. Y a rien, y a rien, parce que toute ma vie est tournée autour de ça, en fait.
Donc à l'heure actuelle, franchement, si tu me dis, en gros, parle de toi sans parler de force, de powerlifting, bah, Ouais, je suis à 1m90. Je viens à Montpellier. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai les cheveux bruns. Voilà. Et tu penses que c'est le fait d'être comment dire, autant discipliné et autant, enfin de respecter autant le plan qui fait que tu as un succès sportif? Je pense, parce qu'en fait, il y a des niveaux vraiment de, comment on appelle ça, genre de, tu sais, commitment en anglais, c'est genre de, bon, tu dis je vais le faire quoi qu'il arrive, quoi. En fait, je me dis, j'ai déjà été blessé, j'ai déjà eu des blessures très graves, j'ai eu plein de trucs, je me dis toujours, mon objectif ça restera le même, tu vois. Et là où certaines personnes vont se dire, bon, j'ai une sciatique, j'arrive plus à marcher pendant X temps, bon, c'est le moment de lever le pied, moi je me dis non, ça change rien à l'objectif, tu vois. Et dès le plus jeune âge, je me suis dit, bon, en fait, je sais qu'en faisant ce que je fais, c'est-à-dire qu'en poussant mon corps à l'extrême depuis 10 ans, c'est pas sain, ça va me coûter entre guillemets des choses physiquement, etc. Mais je le fais, tu vois. Et en fait, je sais pas, je pense que il y a une forme un peu de, pas de démence, mais tu sais, il faut être un peu, il faut être dans un état d'esprit particulier où je me dis en fait bon, la priorité c'est d'être le meilleur, tu vois, et je sais que ça va me coûter beaucoup de choses, c'est beaucoup de sacrifices dans ma vie, etc., mais vu que c'est mon objectif principal, Oui, je m'en fous un ça peu, te en va fait, en fait. ça me va, ouais, c'est ça, je le subis pas en fait, mon rythme de vie c'est vraiment comme je te dis, c'est si je faisais pas ça je me sentirais tellement coupable ou tellement pas bien qu'au final j'apprécierais pas le moment, donc je me sens obligé de le faire, mais pas enfin j'ai envie de le faire et en même temps enfin c'est vraiment un juste milieu entre le fait d'être obligé et en même temps de vouloir le faire, De quoi. vouloir, ouais, c'est entre de la volonté et de la discipline finalement. Ouais, ouais. Après, toi qu'il arrive, il faut toujours les deux, et particulièrement dans les moments de baisse de motivation où ça peut être peut-être un peu compliqué à l'entraînement, ça peut être compliqué dans tes business, pas forcément parce que ça se passe mal, mais parce que t'as des problématiques, voilà, qu'il faut prendre des décisions. Des fois, c'est pas facile parce qu'on a plusieurs idées, on hésite. Si t'avais quelqu'un, par exemple, qui était en face de toi, qui aurait ce problème, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil si s'il avait justement beaucoup de stress et qu'il avait du mal un peu à gérer, d'avancer sur ses deux jambes? Et toi, en l'occurrence, tes deux jambes, c'est d'un côté ta carrière d'athlète, et de l'autre côté le fait que t'aies des entreprises qui avancent et qui sont pérennes. Bah, deux choses. Moi, déjà, j'ai une approche très mécanique par rapport à ça, c'est-à-dire que je le fais. En fait, tu vois, j'ai pas d'émotion, genre l'entraînement. Comme tu te dis, des fois, je suis blessé, donc c'est ultra frustrant parce que en fait, je vais à la salle, je sais que ça va être nul, mais je me dis, je le fais. Et tu sais, j'ai vraiment cette routine en fait, je me dis, si je loupe une fois. Après, j'aurais plus ce truc de je l'ai jamais loupé, donc maintenant, je me dirais en fait, je pourrais toujours le louper vu qu'il y a plus d'importance vu que je l'ai loupé, tu vois. Donc je sais pas comment expliquer, j'ai ce truc de quoi qu'il arrive, je le fais. Tu casserais finalement une espèce de blanc-seing que tu t'es mis c'est ça, exactement. pendant toutes ces années de jamais abandonner, qui est j'ai jamais abandonné pendant 10 ans, c'est pas maintenant que ça va commencer. C'est ça, exactement. Et je me dis qu'en fait, à partir du moment où j'aurais passé cette étape de si une fois je loupe, bah en fait, après, j'aurais plus de raison de continuer à le faire, tu vois. Oui. Donc je pense qu'il faut vraiment se dire, en fait, faut se détacher de la chose et se dire juste, je le fais. Et même si c'est moins bien, je le fais. Tu vois, il y a des fois où, genre, je sais que je vais à la salle, je suis blessé, donc à un point où j'ai peut-être même du mal à marcher. Je vais me dire, j'ai peut-être être à 10% de mes performances, mais je vais le faire. Et après, je vais rentrer, tu vois. Et je l'aurais fait quand même dans ma tête, j'aurais pas loupé, j'aurais fait ce que je pouvais faire. Et après, la chose où quand t'es vraiment face à un mur, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir juste des trucs externes à ça. Des trucs où je me dis, genre, par exemple, des fois, genre, les moments où je suis très mal dans ma vie, en tant qu'athlète ou en tant que coach, je vais me mettre à jouer plus que d'habitude, tu vois, à des jeux vidéo. Juste un moment où je me dis, Pose le cerveau, tout est à côté et juste je profite du moment, tu vois. Et quand je sors de ça, en fait, j'ai passé un bon moment. Et surtout, c'est un moment où, voilà, tu vois, j'étais pas stressé par tout ça et j'ai pu mettre un peu les choses de côté et revenir maintenant, avoir un regard nouveau, etc., etc. Neuf là-dessus. Donc c'est finalement de profiter du fait que t'aies quand même plusieurs choses dans ta vie pour te concentrer sur une autre quand il y en a une qui est un peu dure. Et c'est marrant parce qu'on en parlait dans la voiture justement en venant, parce que bon, nous pareil, on fait pas mal de choses en même temps. Il y en a une en ce moment qui se passe de manière un peu plus compliquée que les autres et qui nous crée beaucoup de charge mentale. Pas forcément des problèmes financiers, mais bon, juste des décisions, de l'action, des problèmes de l'humain aussi à gérer là-dedans. Et effectivement, moi j'ai un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en ce moment je me reconcentre sur les autres piliers de ma vie, où ça va bien, où ça va bien, et quand en fait j'ai besoin de m'aérer l'esprit, vu que j'arrive jamais à faire le vide, je vais penser je vais penser à ce qui va bien et je me dis putain ça marche bien ça. Et moi c'est ça le problème, c'est qu'en fait c'est des choses qui sont tellement importantes pour moi et comme je dis, vu que je suis vachement mécanique, c'est si ça va pas, je vais buter dessus et je vais pas pouvoir ça va, je vais continuer. Et tu vois, il y a des gens où quand ils arrivent pas à faire quelque chose, ils vont se dire bon, je reviendrai dessus demain. Je suis pas ce genre de personne, tu vois, je vais continuer jusqu'à ce que ça arrive. Et c'est bien le truc que je te disais, l'anecdote avec Crash Bandicoot, tu vois, c'est si je me dis que je vais le faire, je vais le faire en fait. Du coup, en fait, il y a forcément un moment où je vais buter et donc je vais le faire et peut-être que je vais réussir mais ça me conviendra pas, mais j'aurai assez réussi pour me dire ok, je vais faire autre chose et je reviendrai dessus, tu vois. Et du coup c'est vraiment ça, dans ma vie vraiment quand ça va pas, tu le vois, je fais plein de choses en fait qui m'occupent l'esprit que je ferais pas en temps normal juste parce que j'ai besoin de pas penser à ça, tu vois.
Oui, donc c'est de finalement vraiment faire la place et de derrière de retrouver de la ressource, de partir sur autre chose. On en a rapidement parlé tout à l'heure, mais ton organisation, elle s'est mise en place vraiment naturellement, ou à un moment tu t'es quand même dit, est-ce que c'est mieux que je travaille avant mon entraînement? À quelle heure je mets mon entraînement dans la journée? Est-ce que je travaille le soir? Est-ce que peut-être je suis plus productif le soir, donc quand il y a des trucs créatifs, c'est le soir plutôt que le matin, ou vice versa? Ça s'est fait plus ou moins naturellement, mais j'ai quand même pensé, enfin, c'était un peu, ça dépend un peu de ce que je fais. Tout ce qui est mécanique et du coup que j'ai pas envie de faire, je le fais dès le matin, comme ça je sais que c'est passé et j'ai plus cette charge de le faire. C'est-à-dire, ce qui est mécanique, c'est ce que tu dois pas spécialement réfléchir? Ouais, bah typiquement en tant que coach, ce que je fais, c'est que tous les jours je réponds aux athlètes que je suis, et ça c'est souvent du très répétitif. Donc soit je regarde la séance, soit il y a un truc qui va pas, donc c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Il faut avoir le skill de coach, voilà, c'est ça, mais c'est pas il y a pas besoin d'innover en fait. J'ai les connaissances, je vois la chose, j'en conclus quelque chose, je réponds. Donc c'est très mécanique. Donc ça je le fais le matin, comme ça la tâche, on va dire, répétitive est faite, et le truc qui est pas très, comme je t'ai dit, stimulant, même si en soi j'aime bien le faire parce que c'est suivre les athlètes, etc., mais c'est pas ultra stimulant parce que c'est très répétitif. Donc ça je le fais le matin. Vraiment dès que je me lève, la première chose que je fais c'est ça, je déjeune pas, rien du tout, je fais ça, tu vois. Exactement. Je te jure, c'est ça. Des fois je suis dans le lit, je suis déjà en train de le faire, tu vois. Et après du coup, je prends une petite heure entre guillemets pour me poser, etc. Et après je pars à la salle tout de suite. Donc c'est pas forcément mon truc préféré, je préfère m'entraîner un petit peu plus tard, mais à l'heure actuelle, par rapport au local, etc., c'est le plus simple pour être avec le monde. Mais je pense qu'à terme, je m'entraînerai plus vers peut-être à 15h, donc j'aurai encore un petit peu de temps devant moi pour potentiellement travailler, faire autre chose. Mais voilà, à l'heure actuelle, ma journée est comme ça, donc je pars m'entraîner vers midi jusqu'à 15, 16, 17h. Et après, quand je rentre, soit j'ai encore un peu de travail mécanique à faire ou des retours qui viennent directement, qui sont revenus entre temps, donc je le fais. Je réponds à mes mails, etc. Donc ça, c'est un truc un peu moins chiant. C'est pas si chiant parce que c'est à chaque fois un truc nouveau, quoi. T'es très rarement bloqué sur le même truc. Et puis souvent c'est des projets aussi qui sont en cours, donc c'est toujours cool de voir l'évolution. Ouais, de voir les avancées. Après c'est là aussi où tu reçois parfois les problèmes. Ouais, bon. C'est pour ça que je le prends pas avant l'entraînement. Tout ce qui est peu problématique, c'est pas avant l'entraînement, comme ça je me dis au moins s'il y a un problème dans la journée, c'est déjà passé. J'ai un peu le même truc. Je m'entraîne avec le téléphone en mode lune, en mode ne pas déranger, parce que ça peut te couper en fait dans ton élan. Complètement. Surtout quand t'as soit une mauvaise nouvelle ou quelque chose juste qui va t'énerver, en fait, ça peut pas arriver à ce moment-là, quoi. Donc du coup ça c'est après l'entraînement, et après effectivement le soir c'est le moment où en général j'ai tous les trucs un peu plus créatifs. Oui. Les trucs où il faut que je me dise soit j'ai un nouveau truc à créer, soit il faut que je fasse un nouveau truc, qu'est-ce que je veux faire avancer, comment je veux développer les choses que je fais déjà ou faire mieux, enfin c'est les moments là où je vais plus me poser. Globalement c'est ça. Et après j'ai les jours où je m'entraîne pas, et ça c'est aussi les jours où en fait j'ai plus d'énergie mentale, je sais pas comment expliquer ça, mais tu sais, vu que je me suis pas fatigué à la salle, c'est normal, ouais, je suis plus productif, enfin c'est ça, je suis plus efficace, on va dire. Oui. Et du coup c'est les jours où vraiment je vais me poser sur des trucs un peu plus importants pour essayer de réfléchir bien à ça et faire ça correctement. C'est intéressant parce que on n'a pas du tout la même relation au sport, parce que bon, toi t'as une vie d'athlète qui tourne autour de ça, mais moi à l'inverse, le sport c'est mon moteur d'organisation et d'avancer dans la journée. En gros, c'est ça qui est réservé, mon entraînement sportif, et je fais tout le reste. C'est pour ça que je m'entraîne 6 jours par semaine, sauf le dimanche. Parce que finalement le dimanche c'est un peu le jour que je garde où je travaille pas, parce que vraiment en général je vais faire pas mal de tâches juste avant d'aller à l'entraînement. Je vais me retrouver souvent un peu énervé ou pas. L'entraînement finalement va me permettre vraiment de reset complètement le cerveau et de repartir sur quelque chose de neuf. Et d'être productif. Et d'être à nouveau productif fin de la journée. Alors que ça m'est déjà arrivé de pas pouvoir, ou par exemple juste je m'entraîne le soir, donc je vais faire une journée complète et sans pause à midi, je vais être arrivé 16-17 heures, je suis super énervé, je prends des mauvaises décisions, j'ai plus aucune lucidité, c'est ça, sur les tâches à traiter, sur mon organisation, et en plus j'arrive le soir, et le problème c'est que j'ai trop usé mon cerveau, ce qui fait que quand j'arrive à l'entraînement, je suis à nouveau un peu fatigué, enfin j'ai plutôt envie de rentrer chez moi que de m'entraîner. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai que moi j'aime bien ce truc de l'entraînement au milieu de la journée pour faire vraiment couper en deux la journée. C'est ça, couper en deux la journée. Moi, vraiment, le moment où je pense que je suis le plus productif, c'est vraiment le soir, très tard. Je sais pas pourquoi. Après, je me couche assez tard aussi, donc j'essaierai de me geeker comme ça. Mais c'est le soir où, tu sais, j'ai beaucoup plus d'idées. En fait, je sais pas, j'ai l'impression que vu que mon entraînement est fait, j'ai plus cette charge mentale, tu vois. C'est que tant que j'ai encore mon entraînement à faire, je pense qu'à ça en fait. Faut que je le fasse. T'es concentré dessus. C'est ça. Et une fois que c'est fait, c'est passé, et c'est là où, tu vois, genre les vannes s'ouvrent et c'est ça. Ouais. Après, si en plus t'as l'endorphine de l'entraînement qui vient aussi jouer, donc t'as peut-être ça aussi qui te permet de te détendre et en même temps de stimuler un peu la créativité là-dessus, quoi. C'est clair. Et effectivement, comme tu l'avais dit tout à l'heure, si on veut de la créativité, il faut s'ennuyer en fait quand on est tout le temps la tête dans le guidon. On peut pas avoir de nouvelles choses. Faut stocker. Enfin, c'est vraiment comme ça que je le vois, où t'as un potentiel, tu vois, et soit tu l'utilises
dans ce que tu veux, et une fois que tu l'as plus, en fait, tu pourras toujours avoir une idée, mais tu auras moins de chance. C'est comme si tu avais une notion de probabilité de faire quelque chose de bien, quoi. C'est ça, mais je le vois chez nous parce que forcément on est salariés et en fait j'ai parfois du mal à avoir de la créativité, des nouvelles idées ou quelque chose de neuf. Et en fait, dès qu'on est en vacances, une idée par jour. Mais surtout qu'en plus, quand t'es salarié, c'est pas forcément ce qu'on te demande d'avoir de la créativité, tu vois. Exactement. Ça dépend des postes, non, on te demande de juste refaire. Du coup, c'est pas formaté pour ça, en fait. Et c'est pour ça qu'aussi, je trouve que c'est très bizarre de faire la jonction, enfin, de passer du salariat à potentiellement l'entrepreneuriat. C'est que, en fait, c'est pas la même façon de raisonner, tu vois. Il y a un cap à passer entre les deux, et soit t'as les deux, ou soit tu l'as pas au même moment. Enfin, c'est un peu complexe parce qu'on te demande vraiment pas ça, on valorise pas ça. Et moi, c'est justement ça que j'essaye de faire avec les gens avec qui je travaille, c'est en fait de valoriser le fait que, en fait, j'ai pas la science infuse, donc tu peux m'apporter une idée qui sera trop cool. Peut-être que je vais la remanier à ma façon, mais tu vois, c'est ce truc-là que je trouve qui est vachement intéressant en fait, t'amènes ton truc et tu te dis, il y a peut-être ça à faire. Et moi, je vais peut-être te dire, bon, en fait, non, ça, c'est vraiment nul. Ou à l'inverse, c'est un truc de fou, c'est trop bien, tu vois. Mais au moins, tu as cette notion de changer les choses, de faire du nouveau, de créer. Et en vrai, surtout dans le domaine des réseaux et tout, c'est ultra important quand tu fais de la communication. C'est important d'être créatif. En plus, l'avantage, c'est que quand tu vas à ton compte, tu travailles avec une petite équipe, tu peux aller vite. Et c'est vraiment le problème. Tu passes pas de temps avec le management. Enfin, tu perds moins de temps avec le management. Le management ou juste les process. Enfin, moi, je le vois. Bon, moi, je suis l'exact opposé parce que je suis dans un grand groupe où il y a des milliers de salariés. Mais même si t'as l'idée de l'année, même si le big boss te dit c'est une super idée, on va la mettre en place, bah tu la verras en place en 2027. Ouais, c'est ça. Donc je serais peut-être même plus dans la boîte pour l'avoir, quoi. C'est vraiment le problème, et c'est pour ça que, comme tu dis, être à son compte et tout à l'heure tu disais que t'avais pas envie d'avoir 40 coachs, c'est aussi pour ça, parce que si t'as une nouvelle idée qu'il faut faire passer, une nouvelle méthode d'entraînement ou juste une nouvelle manière d'accompagner l'athlète, bah si tu travailles avec 3, 4, 5 personnes, tu peux le faire facilement. Si t'as 40 personnes, t'en as peut-être un quart qui vont pas vouloir, un autre quart qui va pas savoir le faire. Et puis surtout, ça devient vachement automatisé. En fait, au bout d'un moment, t'as du monde, t'es obligé d'automatiser, et du coup c'est moins humain, tu vois. T'as moins ce truc vraiment de c'est personnel, tu vois. Et ça, c'est un truc que tu recherches en coaching parce que t'as vraiment cette relation avec la personne avec qui tu travailles. Donc si tu deviens trop usine, tu perds ce truc là, tu vois, et ça entache la qualité de ton travail, quoi. C'est un peu une conversation qu'on a eue il y a pas longtemps en plus sur l'IA. Et qui était de justement dire est-ce que l'IA pourrait faire mieux qu'un coach humain pour accompagner un athlète, et où finalement on avait plus ou moins conclu qu'effectivement sur la partie connaissance pourrait plus ou moins arriver à toujours s'améliorer et trouver des nouvelles méthodes ou proposer des nouvelles choses, mais qu'à l'inverse, sur le côté relationnel, le côté remotiver ton athlète qui a plus envie de s'entraîner, ou qui a eu une mauvaise période, ou qui a eu une blessure, ou qui doit revenir, peu importe, qui a eu un échec sur une compétition, alors que forcément l'IA c'est froid, donc mais surtout que t'as pas ce côté humain où en fait l'humain évolue, et il évolue pas sur une tendance linéaire, tu vois. Tu peux avoir des moments où t'es très bien, des moments où t'es moins bien, même mentalement, où t'as besoin d'entendre ça, et tu comprends le pattern, et l'IA va prendre peut-être 4-5 essais à comprendre ce pattern, tu vois, et du coup ça passera pas le moment où t'as besoin de ce truc là, et en plus t'as aussi ce feeling, tu vois, que t'as avec la personne. Enfin, moi en tant que coach, ce qui fait qu'aussi que je pense que je suis mis en avant comme ça, c'est que en fait la plupart des choses que les athlètes que je vais avoir vivent à l'instant T, je les ai déjà vécues en fait. Donc forcément tu sais, tu te projettes dans la situation dans laquelle ils sont, et tu sais comment y réagir, tu sais quoi faire. Enfin, tu vois, ça t'apporte un truc vraiment et c'est ce que les gens disent, en fait c'est l'expérience, tu vois. C'est pour ça que t'as toujours ce truc de quand tu choisis un coach, ou quand les gens choisissent un coach, la plupart des gens vont choisir un mec qui est bon dans ce qu'il fait plutôt qu'un mec qui a les connaissances théoriques, parce que tu sais que s'il est bon et il a les connaissances, il a déjà vécu, il a de l'expérience, et à l'inverse, s'il a juste les connaissances, il a pas forcément l'expérience pour te guider à 100%. Donc je suis pas toujours d'accord avec ça. Je pense que tu peux être un bon coach si t'es pas un bon athlète, mais d'être un athlète en même temps, ça montre que t'es déjà passé par là, quoi. Ouais, t'as l'expérience là-dessus. C'est un peu le problème. Nous, avec Marie, on s'entraîne aussi dans une autre salle de sport où il y a des BPGEPS souvent qui viennent. C'est le diplôme, je crois, que t'as passé. Non, moi j'ai un DE, c'est juste au-dessus. C'est un diplôme, voilà. En gros. Mais souvent, il y a ils ont des partenariats avec une école de Montpellier qui vient former les BPGEPS. Et en fait, donc c'est un diplôme pour devenir coach à son compte, ou travailler en tant que salarié pour une entreprise. Et moi, je suis toujours choqué de voir le nombre de gens qui se lancent dans le diplôme de BPGEPS sans être un sportif. Déjà de base, en fait. En fait, c'est la formation facile, parce que t'as 1 an de formation, intellectuellement, c'est pas super élevé. Et tu sors de ça, et t'as un truc qui fonctionne, tu peux bosser, enfin voilà, c'est un poste facile. Puis c'est dans le domaine du sport, tu vois, et la plupart des gens pratiquent le sport pour loisir, en fait. Donc en fait, t'as un peu cette connotation de c'est amusant, c'est ludique, etc., tu vois. Donc je pense que c'est pour ça que c'est vachement accessible, et que y a plein de gens qui se lancent parce qu'en fait ils ont fait un petit peu de sport et ils se disent j'ai bien aimé ça, et du coup une fois que tu professionnalises ça, c'est plus pareil, tu vois. C'est sûr. C'est toujours le truc. Bon, forcément, nous on est dans un sport, mais par exemple moi il y a un sport que j'ai
un petit peu pratiqué, qui est typiquement la boxe anglaise, même si j'avais toutes les connaissances, t'as jamais fait de combat, même amateur, semi-professionnel, professionnel, tu peux pas te dire, bon, mais voilà, je deviens un prof de boxe, j'enchaîne un truc. Et le truc tout bête, le jour où tu t'en prends une, enfin, tu vois, ça tombe bien dans le truc, c'est ça. tu te mets de KO, t'es en mode, qu'est-ce que je vais lui dire, tu vois. Ouais, c'est ça. Et si tu l'as pas vécu, tu peux pas comprendre. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Et dans la carrière d'un athlète, tu l'as forcément le moment où tu te prends une claque et tu dis, putain, merde, où est-ce que j'en suis là, tu vois. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est comme se dire par exemple un coach qui serait jamais blessé, comment il fait pour accompagner un athlète qui s'est blessé, tu vois. Faut s'être blessé pour savoir quoi dire, savoir comment tu reprends, sachant que en fonction de ta blessure, de comment tu récupères, de comment tu le gères mentalement, ça sera pas pareil. Ouais, et puis qui est-ce que tu es aussi en tant qu'humain, tu vois. Tout le monde ne gère pas, enfin c'est un truc tout bête, mais souvent les femmes par exemple ont tendance à être un peu plus à la blessure, ont un rapport plus complexe que l'homme, tu vois. Souvent t'as un peu cet aspect bourrin chez l'homme, tu vois, t'es blessé, c'est pas grave, ça tient, on y va, tu vois. Et à l'inverse, tu vois, les femmes vont être plus en mode bon, là j'ai mal, je vais pas prendre de risques, c'est un peu dangereux, tu vois, et tu sens cette différence là. Bon là c'est vraiment par rapport au sexe et c'est pas totalement noir ou blanc, tu vois, mais t'as plein de petits trucs comme ça et par rapport au caractère qui sont un peu à prendre en compte, tu vois. Et donc comme tu le dis, une IA en théorie pourrait le faire, mais déjà faudrait qu'elle apprenne, donc faudrait qu'elle ait plein de cas, et on n'a pas forcément beaucoup de cas en powerlifting parce que c'est pas un sport qui est ultra développé. Oui. Même si tu vois, j'ai pas été chercher, mais je pense que rien que ChatGPT avec toutes les infos qu'il y a déjà en ligne, il pourrait te faire quelque chose de. En termes de programme. Ouais. En fait, c'est ce que je dis, c'est que je pense qu'aussi il y a beaucoup de gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui donnent sur internet qui donnent leur avis, et il y a beaucoup de choses à prendre, beaucoup de choses à pas prendre. Et comme tu dis, tu vois, les BP par exemple, typiquement, ce qu'ils te disent, c'est ce qu'ils apprennent. Mais ce qu'ils apprennent, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus cohérent. Donc si tu pousses ça au plus loin, ce qu'ils ont appris, ça vient de quelque part, donc c'est sûrement sur internet. Donc et ça montre que ce qu'ils ont appris, c'est potentiellement pas bien. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que plus loin que le programme, je pense même que tu pourrais, ouvrir un chat avec, je sais pas, t'as déjà utilisé ChatGPT? Ouais. Tu pourrais ouvrir une conversation, lui dire bon ben voilà, je suis athlète de tel niveau, propose-moi une programmation et je te ferai les retours hebdomadaires. Et en fonction de voir comment il s'adapte, en fonction de, justement des charges que t'as soulevées, de ton intensité que t'as mis, etc. Je pense que c'est faisable, mais comme je te dis, je pense qu'en fait c'est tellement, c'est un domaine tellement précis et en même temps tellement il y a tellement d'approches différentes que j'ai l'impression qu'il ferait peut-être un peu un micmac de tout. Peut-être et ce serait peut-être compliqué à mettre en place, tu vois. C'est possible. Et même autour de ça, il y a tellement de méthodes dans l'entraînement en lui-même, tu vois, que j'ai l'impression que ça serait. C'est faisable forcément, parce que une IA en théorie, il y a rien de plus intelligent que ça, tu vois. Tant que ça apprend, mais il faut que ça apprenne justement. Et du coup, je pense qu'il faudrait un peu brider les flux. Mais en même temps, du coup, si tu brides une IA dans ce qu'elle apprend, c'est plus vraiment une IA. Donc et ça permettrait peut-être d'éviter de lui dire bon, mais voilà, je suis au championnat du monde, propose-moi un accompagnement, et que l'IA te dise bon, mais méthode l'a fait, quoi. Mais ça, tu vois, c'est de l'apprentissage. Enfin, quand t'as une conversation, tu dirais certainement non, je veux pas ça, et donc du coup, à force, elle apprendrait. Et c'est pour ça que je pense que c'est un peu, c'est faisable comme tout, mais c'est un peu complexe à l'heure actuelle. On va reparler un petit peu investissement. Tu penses ou pas à l'investissement? Ouais, alors j'ai déjà plein d'investissements, notamment j'ai parlé de la crypto, j'ai de l'investissement personnel dans la crypto à côté. J'investis un peu en bourse aussi. Là actuellement? Ouais. J'en ai encore. Je compte pas le. Tu suis encore le marché? Ouais. Et c'est quoi ton horizon? C'est du long terme, je compte pas, je trade pas au jour. Et même là, il y a un bull run qui arrive, je compte pas retirer après. Ouais, tu te dis vraiment 2030. Je vais Ethereum 15 000 euros, tranquille. C'est pas de l'argent, comme quasiment tout investissement, c'est pas de l'argent que j'ai besoin en fait. Donc je compte le laisser, et un peu comme en bourse. Mais version très long terme. Ouais, vraiment comme j'investis en bourse. Ok. J'investis beaucoup sur des dividendes aristocrates, donc ça me rapporte un petit peu. Ce que t'appelles dividende aristocrate? Alors si je dis pas de bêtises, je m'y connais pas beaucoup en bourse, mais c'est des entreprises qui en gros te reversent une partie du capital que tu investis dans leur entreprise. C'est-à-dire que t'as des dividendes, par exemple là j'ai investi, 50 euros chez Coca-Cola, c'est une action, cette action me rapportera 3 euros tous les 3 mois, en général c'est ça, et donc du coup ça me rapporte, ça fait évoluer mon capital que je réinvestis dans mon... Voilà. Parce que j'avais jamais entendu le terme, je pensais que... C'est quoi, c'est des actions à dividendes? Ouais, c'est actions à dividendes. En fait il y a plusieurs types de dividendes, et je suis pas certain exactement, je t'avoue je suis pas super calé en bourse, c'est un domaine dans lequel j'investis mais pas beaucoup. Et en fait je crois qu'il y a plusieurs types de dividendes justement. Et en fait t'as des actions par exemple qui ont un gros taux de croissance dans lesquels tu vas investir, et donc du coup tu sais que ton action elle-même va coûter plus cher, et t'as des actions qui reversent des plus gros pourcentages de dividendes mais qui ont une croissance qui est quasiment qui est très faible. C'est toujours ce qu'on dit entre ce qu'on appelle la growth ou la value. En gros la growth c'est les entreprises de croissance, donc typiquement vous allez avoir la tech, où là on part souvent avec t'as un indicateur qui est très parlant, c'est ce qu'on appelle le PER, où en fait tu vas regarder combien d'années de dividendes il te faut pour payer ton action. Donc par exemple, je sais pas, si ton action elle coûte 50 euros et qu'il verse 1 euro de dividende par an, il te faut 50 ans
pour rembourser ton action. Et ça, typiquement, c'est plutôt une valeur de croissance où en fait, tu vas pas l'acheter pour la garder 50 ans et récupérer ton. Mais pour la vendre. Mais en te disant que dans 3 ans, elle vaudra 150. Et à l'inverse, t'as d'autres boîtes qui vont te distribuer quasiment 10% de leur valeur en dividendes, où là, pour le coup, ça te rembourse, enfin, ça te fait une vraie différence à la fin. Mais en fait, j'ai les deux. Ouais. Donc, enfin, c'est comme ça que je oui, tu fais une allocation un peu séparée entre les deux? Bah, alors pas vraiment. En fait, ce que je fais, c'est que tout ce qui me rapporte des dividendes assez conséquentes au mois, je réinvestis cet argent-là dans ce qui va avoir de la growth, tu vois. Donc, ok, je vois. Donc, je fonctionne comme ça. Après, je suis pas du tout un expert, donc c'est très nul ce que je fais. Non, mais c'est plutôt malin. Mais c'est ce que je fais. Tu l'as mis au point tout seul ou t'as. Ouais. En fait, je me suis un peu renseigné. Je suis comme ça, je suis vachement autodidacte, donc je me suis un peu renseigné. J'ai vu les taux de croissance, etc. Des conseils aussi des gens qui s'y connaissent, et je me suis dit que j'allais faire ça comme ça. Je te dis, c'est pas vraiment mon truc primaire. J'investis pas grand chose parce que je m'y connais pas, donc je veux pas prendre trop de risques. Mais je me dis que voilà, c'est cool d'avoir de diversifier un petit peu. C'est sûr. Donc voilà, j'ai plusieurs marques, des trucs tout bêtes, genre des trucs vraiment Amazon, Apple, Coca, tu vois, des trucs, voilà, ça bougera pas. Américain. Et après, j'ai des trucs un peu plus, genre j'ai du Best Buy, je sais pas si tu connais. C'est un groupe qui font beaucoup de choses. J'ai de l'outillage, j'ai des trucs dans la tech aussi, mais forcément c'est des prix un peu moindres parce que tu sais jamais comment ça va évoluer. C'est sûr. Donc j'investis un peu en bourse, pas mal en crypto, et puis après en fait la plupart des investissements que je vais faire c'est directement dans mes boîtes réinvestir pour faire grossir. Donc que ce soit la boîte de textile ou la boîte de coaching dans laquelle j'investis, typiquement les podcasts que je fais, c'est une forme d'investissement, le local c'est une forme d'investissement. Mais c'est pour ça que ça me fait rebondir sur une autre question au niveau quand tu as décidé de te lancer sur YouTube en termes c'est de l'investissement. Ouais, c'est de l'investissement et tu le vois sans parler forcément de la YouTube monnaie ou de ce que tu peux. Il y a pas grand chose à gagner sur YouTube. En fait même pour les plus gros YouTubeurs, ce qui fait que c'est rentable, certes il y a un peu d'argent avec les vues etc, mais c'est pas ça qui le fait, c'est plus la notoriété que tu vas avoir avec les placements de produits que tu vas faire dans ta vidéo en elle-même qui vont eux rapporter de l'argent. Parce que là typiquement les vues, je saurais pas te dire combien je fais de vues, je peux aller regarder ça très rapidement sur YouTube, mais je dois faire peut-être quelque chose comme 50 000 vues par mois, ce qui est pas grand chose pour YouTube, mais après c'est déjà quelque chose, ça veut dire quand même dire que t'as une communauté, que tu surtout si en plus c'est une moyenne et que ça reste plus stable. Sur le 2000 mois j'ai 22 000 vues, 58 €. D'accord. c'est pas grand chose, tu vois, sachant qu'une vidéo en elle-même ça me coûte plus de 100 € pour le monteur, 30 € pour la miniature. Ah ouais. Et après, ça te couvre même pas les frais de prestation de service. Je suis en bon déficit. Je suis en bon déficit. Mais en fait, ce que tu recherches sur YouTube, c'est la visibilité. C'est ça. Et en fait, c'est pour ça que je dis que c'est un bon engagement, c'est qu'en fait, c'est vachement personnel. On te voit parler toi, t'expliques si tu le fais bien, enfin, tu vois. Et en plus, ça a des portées beaucoup plus grandes. Tu touches des gens que tu toucherais pas forcément. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Alors, est-ce que je suis vraiment positif, entre guillemets, de ce que YouTube me rapporte? J'en sais rien. Mais bon, c'est une forme d'investissement, la communication. Ah oui, non, mais c'est sûr. T'investis 1000 € dans la communication, tu sais pas combien ça te rapporte, mais. Oui. Puis même aujourd'hui, on le voit quand même sur les réseaux sociaux, le fait d'avoir développé une audience, ça vaut quelque chose, quoi. Ouais, bien sûr. Parce que, justement, toi, ça permet de négocier, par exemple, des contrats avec les sponsors après, ce genre de choses, tu vois. Puis en plus, t'as pu mettre en place une entreprise de coaching, une marque de vêtements et d'équipements, donc c'est quand même par là qu'après, tu te fais connaître, Après, c'est une question de boule de neige, quoi. Tu pars de quelque chose et au fur et à mesure, vu que tu peux ramener des gens dans les projets que tu lances, typiquement, un influenceur qui a 1 million d'abonnés, ce sera toujours plus simple de lancer une startup, tu vois. Alors finalement, ta communication que t'aurais payé 15 000 € dans un influenceur, ça coûte rien, c'est toi-même, forcément ça aide, tu vois. Mais c'est pour ça, je crois que je te l'avais raconté, mais ça m'avait fait rire, c'est que à la base, la marque Silent Worker que tu as créée, c'était vraiment, on va dire, dans le monde de la force, etc. Ça s'adressait quand même extrêmement majoritairement aux gens qui étaient dans cette discipline-là. Et la dernière fois, j'ai vu quelqu'un dans ma salle de sport, mais qui est absolument pas dans le milieu de la force, qui s'entraîne comme ça, qui portait des slippers, donc c'est des petits chaussons pour ceux qui ne connaissent pas. Et de la marque Silent Worker, je me suis dit, ah non mais c'est ouf. Parce que ça veut dire que même parfois des gens qui, peut-être que sans doute elle a entendu parler de powerlifting du coup, mais en tout cas elle ne le pratique pas et elle achète quand même des équipements de c'est comment expliquer, le powerlifting quand tu fais de la muscu tu fais une forme de powerlifting, tu vois. Si tu fais du bench ou du squat ou du solitaire, tu fais du powerlifting en fait. Donc du coup c'est vachement c'est très précis mais en même temps très large, tu vois, dans ce que tu as besoin. Donc après il suffit d'avoir des gens qui ont un petit peu de renommée, tu vois. Typiquement mes associés ont beaucoup plus de visibilité que moi, donc en fait tu touches beaucoup de gens et forcément il y a des gens qui sont intéressés par ça. Et après, comme je te dis, il y a un peu toute une stratégie aussi, c'est que t'as vraiment cet esprit d'équipe et je trouve que c'est vachement bien mis en avant avec Silent Worker et je trouve ça ultra cool. C'est que t'as vraiment cette notion de, tu sais, tu t'appartiens à un groupe presque, tu vois, genre je crée un peu l'effet émulation, famille, groupe, etc. Et ça, je trouve que c'est vachement bien mis en avant et ça représente vraiment bien la mentalité de la marque, tu vois. Donc c'est cool. Mais super.
Et après, peut-être sur d'autres investissements, l'immobilier, c'est des pistes que t'explores. Bah, c'est ce que je veux, évidemment, parce que c'est ce qu'il y a le plus sûr entre guillemets en termes d'investissement. Le problème, c'est que à l'heure actuelle, avec ma situation, c'est complexe parce que je suis jeune. C'est ça, je suis jeune. Un peu sexy pour. Donc j'ai pas beaucoup d'années d'exercice, donc pas beaucoup de justificatifs de revenus. Et en plus de ça, je suis seulement en train de passer dans les trucs qui sont plus sérieux entre guillemets auprès des banques. D'avoir une SAS, etc. Et même si je l'ai, tu vois, typiquement en dessous de 2 bilans, c'est très compliqué d'avoir un prêt. Auprès d'une banque, tu connais mieux que moi. Oui, ça se fait, mais c'est vrai que la règle, normalement, c'est d'avoir 3 bilans. Ouais, voilà. Je pense que 2, c'est négociable si t'as un bon. Non, mais en général, ce que tu fais, c'est si t'as 2, tu fais un prévisionnel sur la 3e et la banque dit OK, t'en as 3. En gros, après, faut que ta 3e année, tu fais un prévisionnel cohérent avec tes 2 projets. Ouais, voilà, bien sûr. Mais du coup, rien que ça, en fait, j'ai 23 ans. Donc, tu vois, typiquement, le coaching, ça a commencé du coup à 17 ans. J'ai eu la micro, je devais avoir 18, 19, parce que j'ai commencé à la fin 17, donc ça doit être ça. Ça fait 5-6 ans à peu près que t'es... 19, 20, 21, 22, 23, 5 ans. 5 ans, parce que là j'arrive à la fin de ma 23. Sauf que, le micro, c'est pas très... Au début, c'était pas grand chose, tu vois. En fait, moi, mes revenus ont beaucoup évolué quand je suis parti, je suis à Montpellier, donc ça fait 1 an et demi. Avant ça, c'était comme je disais, j'étais toujours dans le mood je sors ce qu'il faut pour vivre, pas plus. Oui, tu vois. Et le reste, tu consacres ton énergie uniquement dans ton sport. Et vu qu'en plus je réinvestis quasiment tout ce que j'ai dans mes boîtes pour qu'elles grossissent, j'ai pas non plus des apports phénoménaux. Ou quand je les ai, du coup en fait typiquement avec la voiture que j'ai acheté une voiture parce que je vois ça comme un investissement, enfin elle me fait perdre moins d'argent, donc c'est une forme d'investissement. J'aurais pu mettre ça en apport, mais j'aurais pas eu un crédit de fou parce que j'ai pas des statuts, enfin j'ai pas le dossier derrière, même si j'ai un gros apport, donc j'aurais peut-être eu un crédit à 150 000 euros, un truc comme ça. À l'heure actuelle sur Montpellier, parce que mon premier investissement, je veux que ça soit proche pour pouvoir mieux le gérer. T'as pas grand chose pour 150 000 euros. Ça dépend ce que tu veux. Ouais, mais enfin, moi, ce que je veux, c'est, en gros, j'avais, soit c'est un bien dans lequel je vis, c'était pas nécessaire, mais soit c'est un bien dans lequel je vis, soit c'est un bien, en fait, je me vois pas avoir 60 000 biens différents et devoir tous les gérer. Donc, je voulais que mon premier investissement soit un truc un peu gros pour que, je puisse garder celui-là pendant un moment, entre guillemets, et que ce soit pas problématique. On va dire, j'imagine, c'est peut-être encore dans une logique d'efficacité de ton, décidément, d'efficacité de ta routine, de ton organisation, de te dire, bon, de toute façon, j'ai déjà mes entraînements, j'ai déjà mes entreprises, mes sponsoring. En fait, je peux pas commencer à acheter 10 biens et les gérer tout seul, parce que sinon c'est pas déjà efficace, ça, quoi. Et si tu veux, le principe d'investissement, c'est de te dire, typiquement, dans 25 ans, ça sera payé, j'aurai pas besoin de retraite, ou j'aurai ça, tu vois. Oui. À l'heure actuelle, pour moi, c'est mes entreprises plus que l'immobilier. Donc je préfère je vois la croissance de mes entreprises, je préfère investir dans ça, où j'ai cette croissance garantie, plutôt que l'immobilier, où je sais que j'aurai une croissance mais qui sera plus faible. Et surtout, je vais devoir payer des loyers, c'est-à-dire que du coup, j'aurai moins à investir derrière dans ce qui me rapporte directement, en plus de prendre de la valeur, tu vois. Donc c'est clairement un projet, puisque je trouve qu'il y a, c'est comme je l'ai dit, c'est très sûr, et si j'avais de l'argent à investir, j'investirais dedans, sauf qu'à l'heure actuelle, tout ce que j'ai est déjà investi autre part, donc voilà. Pas de problème. Tu penses quoi de la France pour entreprendre, créer t'as déjà pensé à expatriation, par exemple? Oui, alors surtout que maintenant c'est entre guillemets ma deuxième boîte, donc pour la deuxième, je me suis vraiment dit que vu que c'est tout en ligne, en théorie, j'aurais totalement la possibilité de faire ça autre part où il y a beaucoup moins de taxes. Le truc, c'est que, tu vois, j'ai cette notion de je suis athlète pour la France, entre guillemets, ça fait 10 ans que je m'entraîne pour la France, et j'ai un peu ce truc de patriote, entre guillemets, où je me dis, putain, ça me fait chier de partir autre part, et c'est con, enfin, je sais pas si c'est con au final, si c'est bien d'aimer son pays, je pense, tu vois, mais ça me ferait chier de partir autre part, et du coup, payer moins, donc certes de gagner plus d'argent, mais au final pour en faire quoi, je sais pas, j'ai encore du mal à passer ce stade. Peut-être que le jour où je ferai des millions d'euros, je me dirais bon, peut-être que c'est le moment, parce que quand je verrai le bilan, tu vois. Mais à l'heure actuelle, je me dis j'ai un rythme de vie qui est plus que correct, j'ai pas forcément besoin de gagner plus d'argent, donc entre guillemets je le paye, et c'est quand même des avantages dans la vie de tous les jours, parce que c'est grâce aussi à la France que je peux être athlète, que je peux aller en compétition internationale et avoir le niveau que j'ai pu me débrouiller dans plein de choses, tu vois. Donc je me dis bon, je me sens encore redevable, tu vois. Alors à quel point je sais pas, mais pour l'instant voilà. Après, t'as l'aspect fiscalité, taxes, mais t'as aussi, est-ce que tu trouves ça efficace? Est-ce que t'as l'impression quand même d'être dans un pays où t'es plus ou moins aidé pour entreprendre, ou est-ce que tu te dis, non, c'est quand même assez administratif, à chaque fois on va un peu me tirer dans les pattes et je suis toujours là en train de jongler entre ce que je peux ou ce que je peux pas faire? Moi, globalement, je trouve que si purement entrepreneuriat, d'un point de vue fiscalité, notamment optimisation, je trouve qu'on est bien logé en France. Il y a plein de choses qu'on peut faire qui peuvent
t'aider clairement quand t'entreprends ça, et que sûr. tu commences à avoir des grosses sommes. Donc de ce côté-là, je pense pas. Après, je t'avoue, je suis vachement autodidacte. Donc typiquement, tu vois, là, j'ouvre ma société, donc je commence forcément à travailler avec des gens parce que je suis obligé d'un point de vue comptable, avocat, machin, etc. Avant ça, j'ai jamais eu personne. J'ai toujours fait tout de mon côté. Donc je saurais pas trop te dire si je trouve qu'on est vachement aidé ou pas. Moi, j'ai toujours fait mon truc de mon côté, donc vraiment, j'aurais un avis peut-être un peu biaisé de ce côté-là. J'ai pas forcément de mal, mais en même temps, j'ai pas d'autre expérience. Donc c'est compliqué de te dire c'est mieux ou pas bien. Je sais pas trop, tu vois. Ok, non mais c'est bien. Après, de toute façon, si tout le monde avait forcément un avis négatif, il y aurait plus aucun chef d'entreprise. Ouais, et donc, puis non. moi, mon père est chef d'entreprise, tu vois, il a ce truc-là. Et tu sais, je pense que t'as un peu ce truc d'éducation. Mon père a toujours été pareil. Il a une grosse boîte. Il aurait pu se déclarer entre guillemets sur un autre siège social autre part dans un autre pays et payer beaucoup moins de taxes. Mais il s'est toujours dit qu'il allait pas le faire, tu vois. Et donc je sais pas, je pense que c'est un peu aussi dans l'éducation, d'un point de vue purement financier, de voilà, je vis en France, je profite aussi de ce que toute la France peut m'apporter, donc voilà, je paye quoi. je paye. Je paye beaucoup, mais je paye. C'est comme ça. Ok. Tu te vois où dans 5 ans, du coup? Alors, C'est un peu dur cette question. géographiquement mais, ou Les deux. Les deux. oula. Le réflexe était bon, mais la main trop courte. Alors, je sais pas si en France. En fait, je pense qu'il y a des pays justement où, d'un point de vue réseau pour l'entrepreneuriat, t'es bien plus aidé. Typiquement, je suis pas fan de Dubaï, mais je pense que d'un point de vue entrepreneuriat, si t'y vas, je pense que c'est une ascension, c'est tout de moon, tu vois, l'Ethereum. Ouais. Parce que t'as tellement de réseaux, de trucs, des possibilités qui Oui. s'ouvrent à toi. Donc, en fait, tant que je suis sportif, je serai en France parce que c'est là où j'ai tout. Donc, parce qu'on parlait de routine, donc je resterai ici. Le jour où ça s'arrête d'un point de vue sportif, je pense que je pourrais voyager de manière plus libre, et dans ce cas je me poserai vraiment la question, mais je pense que j'ai pas encore assez réfléchi à ça pour dire vraiment où je veux être. Juste, je pense qu'il y a un stade où quand le sportif diminuera, l'entrepreneuriat prendra le reste, enfin comblera ce que j'aurais pu en sportif, et donc je me dirais je me lance à fond, je vais peut-être quelque part où c'est plus facile entre guillemets d'avoir comme je disais, des réseaux, de rencontrer des gens qui peuvent t'aider ou professionnaliser. Il y a tellement de choses à faire de ce point de vue là que potentiellement je bougerai. Après, d'un point de vue purement en tant que business, forcément, j'ai les entreprises que j'ai. J'aimerais bien les faire grossir autant que possible. Typiquement, en tant que coaching, j'aimerais bien peut-être avoir un peu plus de monde encore qui travaille avec moi, et peut-être offrir de nouveaux services, des trucs un peu différents qui sont pas forcément encore vus dans le domaine de la force, mais voilà, de la formation, des choses comme ça. T'avais proposé quelque chose d'un peu innovant quand t'avais fait le programme un peu spécial qui s'adaptait en fonction si t'étais sédentaire, si t'avais une activité physique qui était préouvrante, quel était ton niveau, combien de fois tu pouvais t'entraîner dans la semaine. Ça, je trouve ça assez intéressant. Ça permet un peu de diversifier les manières dont tu travailles et de voir les retours que tu peux avoir, de qu'est-ce qui est le mieux, qui était, je pense, un peu la raison quand tu t'es lancé d'être coach, de aider des gens et de les faire évoluer. Yes. En fait, pour moi, c'était aussi, j'ai lancé ça parce que j'avais cette problématique de vu que mon temps commence à coûter cher, je suis obligé de facturer un minimum, et donc il y a des gens qui peuvent plus se le permettre. Et donc je me suis dit, en fait, ces gens-là qui débutent ou quoi, qui étaient dans ma situation il y a peut-être 5 ans, qu'est-ce que je peux leur proposer, tu vois. Donc je pourrais plus leur proposer ce que je leur propose, enfin ce que je propose aux clients de coaching actuels. Par contre, je peux leur proposer un truc peut-être un peu hybride que je considère pas nul, qui est certainement pas le plus optimisé, mais qui est quand même bien. Donc je propose cette forme d'individualisation qui est du coup automatisée puisque je peux pas le faire de mon temps, mais ça apporte quand même ce truc en plus que simplement juste je vois un programme sans connaissance, sans rien, et allez hop, tiens, prends ça, tu vois. Et donc c'est comme ça que j'en suis venu à ça, parce que du coup forcément c'est bien plus abordable qu'un coaching classique, tu vois. Donc j'en suis venu à ça comme ça. Mais ouais, j'ai plein d'idées de ce côté-là, typiquement de la formation de coach. Peut-être faire du mentoring, tu sais, donc la formation directement, faire un peu presque une formation qui pourrait être déléguée à l'État, enfin qui pourrait être ministérielle. Ça c'est complexe, c'est très complexe. Je vois, en gros de former des coachs. Ouais, voilà. Ok. Ou même de le faire plus juste en mode si tu veux payer ça, fais-le, et t'auras pas de diplôme, mais ça t'apportera. Mais éventuellement d'avoir, après c'est souvent quand tu te lances dans ce genre de projet, de pouvoir former des coachs, t'as la reconnaissance que l'État valide le fait que t'as un diplôme, et en plus d'avoir l'avantage que les personnes qui par exemple voudraient faire ton projet de formation de coach par exemple, ils pourraient le faire financer par leur CPF, etc. Par exemple. En plus, ça veut dire que tu es contrôlé par l'État qui vient valider que tu as quand même un certain niveau de proposition sur ce que tu fais en termes d'accompagnement, etc. sur la partie coach. Et effectivement, ça c'est vachement intéressant. Alors ça c'est pas possible parce que c'est un gros boulot quand même déjà pour le faire valider par l'État, c'est très complexe, c'est des démarches et tout. Dossiers. Mais maintenant il y en a même qui ont créé des boîtes dans le fait d'accompagner, de valider, de pouvoir se lancer. J'ai quelqu'un
avec qui j'étais au lycée qui a Oui. fait ça littéralement. D'accord, ok. Exactement ça. Ouais. En gros, il t'accompagne dans ta démarche, Oui. tous les critères que tu dois avoir, t'as un cahier des charges en fait C'est ça. à respecter pour pouvoir être accepté à l'État. Ou alors même pas forcément le faire avec une si grosse envergure, juste faire du mentoring, tu vois, c'est-à-dire apprendre Oui. au coach ou en tout cas enseigner au coach, je sais. Et après, franchement, il y a tellement de choses. Moi, à l'heure actuelle, tu vois, j'ai un projet, je veux le faire, c'est d'ouvrir une boîte dans l'audiovisuel. Parce que Oui. moi-même, Ok. mes sociétés payent beaucoup pour faire la communication. Et je me dis, en fait, Oui. ça, c'est des frais que je pourrais juste amortir en ayant moi-même cette boîte, en le C'est ça. faisant, en m'employant moi-même dans ma boîte. Et du coup, tu vois, rester en interne. Et surtout, je trouve qu'il y a des trucs qui sont tellement vieux jeux, on pourrait faire tellement mieux que, à l'heure actuelle, c'est un de mes projets. Donc là, je suis déjà en train d'ouvrir celle-là, donc je temporise. Parce que niveau fond, c'est pas infini, mais. C'est sûr, et puis niveau temps non plus. Ouais, voilà. Mais c'est un de mes projets d'ouvrir une boîte dans l'audiovisuel. En plus, j'ai déjà des gens qui travaillent avec moi qui sont très compétents là-dedans. Oui. Donc, j'ai juste à, entre guillemets, leur dire, est-ce que tu veux le faire? Oui. Et après, lancer ça. Donc, c'est un de mes projets, tu vois. Mais j'ai plein de trucs. C'est juste que faut faire les choses, chaque chose dans son temps, tu vois, et faire les choses correctement. Parce que si tu te diversifies trop, après, c'est compliqué de faire tout bien, en tout cas, Bah, faire bien comme je le considère. C'est souvent ce qu'on dit, c'est que pour faire une tâche, en fait, il faut être quasiment à 100% sur celle-là, ou en tout cas, une fois que les autres ont un certain équilibre et que bon, c'est une certaine routine, tu peux créer un nouveau projet que tu vas pousser, sur lequel tu vas pouvoir mettre ta créativité, ta motivation nouvelle, etc. Mais c'est vrai que tu peux pas en pousser 3-4 en même temps parce que c'est. Bah, surtout avec ma façon de Oui. fonctionner. Moi, comme je dis, je suis vachement, je bute sur un truc jusqu'à ce qu'il soit fait Oui. et après, je passe à autre chose, tu vois. Donc, j'arrive pas, enfin, j'ai du mal à faire deux choses en même temps, Oui. correctement. Ok. On a bientôt fini. hein, je Ouais, pense. on arrive au bout. T'avais peut-être une dernière question? Ça va. Ouais. Écoute, un grand merci en tout cas d'avoir accepté Avec plaisir. l'invitation dans le C'est podcast. super cool. Est-ce que t'as peut-être un mot de la fin ou quelque chose? Bah écoute, je crois pas, je crois qu'on a bien, on a bien Ouais, je pense discuté. qu'on a bien discuté là-dessus. Donc Bon, non, pas forcément. Bon, mais écoute, un grand merci d'avoir fait cet épisode. Avec plaisir. Je te souhaite toute la réussite du coup pour les championnats d'Europe Merci. qui arrivent 3 bientôt. semaines. 3 3 semaines. semaines, tout à fait. Et, bah, écoutez, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner sur le podcast sur les différentes plateformes et à vous abonner à notre compte Instagram. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao.